Le FMC est vraiment heureux de vous accueillir ce soir à sa 30e conférence. Merci d'avoir répondu à son invitation. En effet, cette 30e conférence va débattre encore une fois des perturbateurs endocriniens. C'est une suite à la conférence de décembre 2021 qui avait traité de ces mêmes substances, de ces perturbateurs endocriniens, avec le docteur Lionel Charlot. À cette première conférence de décembre 2021, le développement se faisait sur les généralités et l'impact sur le métabolisme de ces substances. Et actuellement, aujourd'hui, le docteur Charlot nous parlera encore des perturbateurs endocriniens, mais en considérant particulièrement leur impact sur la reproduction et leur lien avec les cancers hormonodépendants. Le titre même de la conférence nous annonce que ce sera un très bon moment de partage de connaissances, un très bon moment de réflexion. Donc, je vous souhaite une bonne participation à tous. Pour la gestion de la session, nous avons comme modérateur le docteur Frédéric Barreau-Desjans et qui va également immédiatement nous présenter, nous introduire notre conférencier, docteur Lionel Charlot. Docteur Frédéric, je vous passe la parole. On va continuer. Docteur Charlot est professeur associé depuis 2005 à l'Université de Montréal. Il enseigne l'endocrinologie et la reproduction et est également professeur de clinique à l'Université Laval. Scientifique au comité éthique et recherche de l'Institut de recherche clinique de Montréal, il évalue les projets de recherche en diabète métabolisme. Sa grande implication dans l'enseignement l'a conduit au processus d'évaluation tout naturellement des médecins étrangers, appelés encore diplômés hors Canada, États-Unis, DHCE, avant leur admission en pratique clinique au Québec comme résident. Dr Charlot siège de plus sur différents comités, dont celui à l'exercice professionnel au sein de l'Association des médecins endocrinologues du Québec, pour aider les jeunes endocrinologues québécois en début de pratique. Médecin conseil au bureau d'évaluation médicale relevant du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Dr Charlot est directeur de l'unité de formation et du développement professionnel continu pour les médecins experts œuvrant dans le domaine de la médecine d'expertise au sein du BEM. Son intérêt particulier porte sur le diabète et les maladies métaboliques, et souvent conférencier invité à de forums tant régionaux que nationaux qu'internationaux, le docteur Charlot nous présente aujourd'hui donc les perturbateurs endocriniens, deuxième partie. Donc, sur ce, je vais laisser la parole au docteur Charlot. Je vais arrêter mon partage d'écran. Merci, docteur Charlot, et bienvenue. Merci, Fred. Là, ça va? Vous voyez mon écran? Très bien. Très bien. Parfait. Écoutez, Fred, je vous remercie de vos propos d'introduction et je remercie également le comité organisateur de cette deuxième invitation à ce forum qui me réjouit. En effet, comme le criminel qui revient sur les lieux du crime, c'est avec plaisir que j'ai accepté de présenter cette deuxième partie sur les perturbateurs endocriniens, cette fois-ci en mettant l'accent davantage sur leur impact sur la reproduction et leur lien probable, possible avec certains cancers hormonodépendants, tel qu'il est indiqué sur ma première diapo. Alors, les objectifs de la présentation de ce soir sont qu'au terme de la soirée, les participants soient en mesure de définir le concept de perturbateur endocrinien, de citer les différentes pathologies humaines liées aux perturbateurs endocriniens, de pouvoir décrire l'appareil reproducteur et les niveaux d'impact de ces substances,
de passer en revue également les différents cancers de l'appareil reproducteur et enfin de pouvoir citer les mécanismes d'action spécifiques des perturbateurs endocriniens dans la survenue de certains cancers de l'appareil reproducteur. Ça, c'est ma diapo de divulgation. Durant les dernières années, donc j'ai eu à percevoir des honoraires de conférenciers ainsi que des frais de consultation comme membre du comité aviseur pour certaines compagnies pharmaceutiques qui sont listées ici sur cette diapo. Mais pour la présentation de ce soir, à proprement parler, je n'ai strictement aucun conflit d'intérêt, sinon que je suis endocrinologue, comme j'aime souvent le dire, et donc forcément, il y a un biais d'endocrinologue qui vous parle des choses, donc c'est toujours avec le point de vue d'un endocrinologue. Alors, la première question, pourquoi s'intéresser aux perturbateurs endocriniens? Alors, il y a de très bonnes raisons pour ça. Premièrement, parce qu'on assiste à une augmentation fulgurante des taux d'incidence du cancer du sein, ainsi que de l'incidence des maladies neurodéveloppementales. Et depuis ces 20 dernières années, les taux d'incidence du diabète, du syndrome métabolique et de l'obésité ont plus que triplé, même quadruplé. Et on assiste également à une certaine augmentation de l'incidence des troubles de la fertilité et de la reproduction. Alors, il me semble évident qu'on ne puisse parler de perturbateurs endocriniens sans faire au moins un rappel de ce qu'est le système endocrinien, et ceci sans vouloir naturellement insulter personne. Donc, je rappellerai que le système endocrinien, c'est un système de régulation des mécanismes de développement et de l'homéostasie du corps. Il est constitué d'une glande endocrine dont le produit de synthèse appelé hormone, libéré dans la circulation, va exercer son action sur les organes cibles via des récepteurs. Et quand j'explique le système endocrinien aux enfants, en tout cas aux miens, je leur fais ce schéma facile à digérer. Je leur dis que le système endocrinien est constitué d'une glande qui fabrique une substance appelée hormone, qui la stocke et va la libérer au fur et à mesure à la demande dans le sang. Cette substance va être transportée jusqu'à la porte d'un organe, qui n'est autre que le récepteur. Et après avoir ouvert justement cette porte, elle rentre dans l'organe pour exercer une action ou un signal. Et ce signal va tout simplement sera retransmis par feedback à la glande. En gros, c'est ça un peu le système endocrinien. Alors, un perturbateur endocrinien se définira comme toute substance naturelle ou synthétique capable d'entraîner des effets néfastes sur un organisme vivant ou sa descendance, en interférant précisément avec ces différentes étapes dont on en a parlé tantôt, c'est-à-dire soit la synthèse, le stockage, le transport, le métabolisme, la fixation, l'action ou l'élimination d'une hormone naturelle assurant la régulation des mécanismes du développement ou du maintien de l'homéostasie. En tout cas, c'est la définition donc, de l'OMS du perturbateur endocrinien de 2002. Et dès 2009, une société savante comme l'Endocrine Society a fait cette affirmation solennelle dans ce statement en disant qu'il y a des preuves que les perturbateurs endocriniens ont des effets sur la reproduction, le développement mammaire, le développement neurologique et thyroïdien, le métabolisme, l'obésité et l'endocrinologie cardiovasculaire. Et que ces perturbateurs endocriniens induisent des cancers du sein et de la prostate, et qu'il y a donc tout un faisceau d'arguments actuellement pour considérer que les perturbateurs endocriniens représentent véritablement une préoccupation majeure de santé publique. Ici, je vais vous faire un petit rappel des caractéristiques des perturbateurs endocriniens pour vous dire que la première des caractéristiques, c'est que leur effet n'est pas lié à la dose. On n'est pas dans la toxicologie. Et la relation dose-effet est non monotone, c'est-à-dire il n'y a pas de linéarité, c'est-à-dire aucune linéarité entre la relation de la dose et de l'effet produit. Souvent, on a affaire à ce qu'on appelle des effets cocktails, c'est-à-dire deux substances qui peuvent soit s'additionner ou avoir un effet synergique ou peuvent même s'antagoniser. Et puis, ce qui rend les choses un peu plus compliquées, c'est que le délai d'apparition des effets néfastes de ces substances est prolongé. Des fois, il faut attendre
plusieurs années et parfois même une génération entière pour voir apparaître leurs effets. Et pour complexifier le tout, leurs sources d'exposition sont diverses, nombreuses et variées, et donc difficiles à maîtriser. Alors, comment est né ce concept de perturbateur endocrinien? Il faut dire que tout a commencé avec les observations des biologistes. Et ils ont été d'ailleurs les premiers lanceurs d'alerte. C'est grâce à leur observation justement qu'ils ont rapporté certaines choses. Entre autres, donc, les premiers papiers sont sortis donc, vers la fin des années 80, plus précisément en 94, où ils ont rapporté une altération du tractus génital d'alligator de la Floride. Ceci se passait près du lac Apopka, c'est un petit lac qui se trouve au nord de la Floride, près d'Orlando. Et bien entendu, à cause de l'activité humaine, il y a eu donc une pollution, un déversement de substances polluantes dans le lac Apopka, de sorte que quelques années après, on a remarqué justement ces alligators justement naissaient avec des micropénis. Et quelques années plus tard, une dizaine d'années, donc ce sont des chercheurs écossais cette fois-ci qui ont rapporté une féminisation des poissons des rivières d'Écosse. Donc, en clair, il faut dire que ce concept nous vient véritablement de l'observation des biologistes qui ont vu, effectivement, donc, en observant des espèces sauvages, que l'exposition à certains perturbateurs endocriniens pouvait entraîner des effets néfastes et permanents sur le développement des organes sexuels. Voilà. Alors, la question que vous devez vous poser maintenant, mais quels sont ces fameux perturbateurs endocriniens? Où se trouvent-ils? Eh bien, c'est tout d'abord, comme vous pouvez voir ici, ce sont les pesticides qui polluent nos champs et qui se retrouvent finalement dans nos assiettes. C'est le bisphénol A qui est pratiquement le constituant principal de tous ces plastiques, de tous ces contenants en plastique, que ce qui se retrouve dans les biberons de nos enfants, qui se retrouvent dans tous les contenants, c'est-à-dire dans toutes les boîtes de conserve, même dans les caisses et des reçus de caisse, qui se trouve également même dans je dirais donc des appareils ou encore des ustensiles médicaux, comme par exemple ces pochettes de solutés en plastique et même ces tubulures en plastique dans lesquelles justement on infuse plein de substances. Ce sont aussi ces phtalates qui se retrouvent dans les jouets de nos enfants. C'est également les parabènes qu'on retrouve essentiellement dans les cosmétiques que vous utilisez donc, tous les jours au quotidien, mesdames. Ce sont aussi ces composés perfluorés qui sont soi-disant donc des imperméabilisants qui retrouvent en fait et qui entassent ou encore qui recouvrent donc en tout cas la surface de vos ustensiles en téflon de cuisine. Et ce sont ces mêmes substances qui recouvrent aussi, qui revêtent aussi ces cartons dans lesquels vous transportez vos frites et vos fritures sans vous salir les mains. Ce sont des composés polybromés qui sont en fait des retardateurs de flammes qu'on retrouve dans des meubles, dans des matériaux de construction, mais aussi dans des vêtements neufs, d'où l'habitude de prendre, si vous voulez, le bon réflexe de faire laver vos vêtements neufs avant de les porter. Bref, je dirais, c'est l'omniprésence de ces substances un peu partout, de ces perturbateurs endocriniens. Certains, naturellement, sont des composés tout à fait naturels, on les retrouve dans la nature. C'est le cas, par exemple, des phytoestrogènes qui se trouvent dans le soja, dans la noix ou encore dans certaines plantes céréalières, comme le blé ou le houblon, par exemple. Ça, c'est naturel. Mais dans la grande majorité des cas, ce sont plus des produits chimiques industriels qu'on va retrouver dans vos cuisines, dans vos toilettes sous forme de cosmétiques, dans vos dépôts de produits ménagers, donc un peu partout. Alors, pour des questions de simplicité, on a pris l'habitude de classer les perturbateurs endocriniens en deux grands groupes. Il y a d'une part ce qu'on appelle les polluants organiques persistants ou POP. Ceux-là, ils sont lipophiles. Ça veut dire qu'ils peuvent être stockés dans le gras, ils vont durer très longtemps puisqu'ils restent très longtemps dans le tissu adipeux. Et c'est dans ce groupe-là qu'on va retrouver essentiellement les dioxines, les PCB, les perfluorés, qui sont ces imperméabilisants dont on a parlé tantôt, et les pesticides des organochlorés, et aussi ces perbromés, ces retardateurs de flamme. Ce sont tous des POP, c'est-à-dire des polluants organiques persistants. Et puis, de l'autre côté, vous avez des polluants dits non persistants. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins dangereux que les premiers,
Tout simplement, ils ne sont pas stockés donc dans le tissu adipeux autant que les autres, mais ils peuvent causer tout autant de dégâts. C'est le fameux bisphénol A ou BPA, ce sont ces phtalates et ces métaux lourds. Et si vous voyez donc sur cette diapositive, dans la grande majorité des cas, ces polluants organiques, qu'ils soient d'origine industrielle, c'est-à-dire synthétique, chimique, comme par exemple le DDT, le PCB, le bisphénol A, qui soient d'origine végétale, comme par exemple le resveratrol, qui est constitué, en fait, qu'on retrouve essentiellement dans les petits fruits, les raisins, et qui est vraiment justement donc l'antioxydant majeur qu'on retrouve dans vos verres de vin rouge, qu'il s'agisse de produits pharmaceutiques, comme par exemple l'éthylènestradiol, le diestylbestrol, ils sont tous des estrogénomimétiques, c'est-à-dire ils partagent tous cette caractéristique d'avoir ce noyau stéroïde. Ils rappellent tous, comme vous pouvez voir ici, donc, la formule de l'éthylènestradiol. Ainsi donc, ils peuvent tous mimer une action estrogénique, c'est un peu comme ça qu'ils agissent, soit en mimant l'action, donc en se fixant sur un récepteur estrogénique, ils peuvent mimer l'action des estrogènes, ils peuvent soit bloquer aussi l'action de ces estrogènes en bloquant leur récepteur. Bref, c'est un peu leur mode d'action, en plus qu'ils peuvent modifier la production de ces hormones naturelles. Et puis, ce qui est un peu particulier avec ces perturbateurs endocriniens, contrairement aux hormones naturelles, c'est que le délai d'apparition de leurs effets d'efface est prolongé. Ça veut dire que ça dure très longtemps, ce qui fait qu'il est absolument compliqué, même très difficile de pouvoir faire, si vous voulez, des liens de causalité. Ceci étant dit, quelles sont les pathologies humaines connues qui ont des liens avérés, certains, ou probables, possibles, ou même plausibles avec les perturbateurs endocriniens? Alors, on connaît tout d'abord certaines malformations du tractus génital, c'est telle par exemple la cryptorchidie, qui est donc l'absence de descente, la non-descente des testicules dans les bourses. C'est l'hypospadias, le micropénis, le déclin spermatique, dont l'ensemble constitue d'ailleurs le syndrome de dysgénésie testiculaire. Vous avez également donc la puberté précoce chez la fille, qui est un véritable fléau dans certains pays, donc dans certaines régions, particulièrement en France. Je pense justement à la région de Montpellier, donc qui est très entourée justement de beaucoup de champs agricoles qui sont donc dans lesquels il y a beaucoup d'épandage de ces produits polluants. Vous avez des pathologies donc, dont vous vous occupez tous les jours, comme par exemple le syndrome des ovaires polykystiques chez la femme, la ménopause précoce, l'endométriose, les fausses couches, certains troubles du développement, du neurodéveloppement et du comportement, l'obésité et le diabète chez l'adulte et l'enfant, on en a parlé donc l'année dernière. Il y a également les troubles de la fertilité chez l'homme et chez la femme, certaines pathologies thyroïdiennes et enfin certains cancers donc, de l'appareil reproducteur, comme par exemple le cancer du sein, cancer du vagin, des testicules, de l'utérus, de la prostate. Et donc, comme je vous disais, c'est quand même très difficile d'établir un lien de causalité puisque généralement, il faut attendre des années pour voir apparaître justement donc, ces pathologies. Alors, d'abord, passons donc à la reproduction, l'effet sur la reproduction. Alors, cette diapo, c'est pour rappeler aux autres ce qu'ils savent déjà, c'est que la reproduction, c'est l'ensemble des processus biologiques par lesquels deux individus, mâles et femelles, d'une même espèce, donnent naissance à un nouvel être vivant. Alors, ceci malgré l'avancement, donc, si vous voulez, malgré donc l'évolution de nos mœurs ou l'état de notre civilisation, on ne connaît pas encore pour l'instant de cas de reproduction entre l'humain et l'animal. Bon, peut-être ça viendra d'ici quelques décennies, il faut tout simplement être patient. Mais si on veut être sérieux, on dira que pour que la reproduction se fasse, ça prend un appareil reproducteur. Alors, l'appareil reproducteur chez l'homme est essentiellement représenté par les testicules. Des testicules qui produisent des spermatozoïdes par millions et de façon continue toute la vie, alors que chez la femme, l'appareil reproducteur est représenté, les gonades sont essentiellement représentées par les ovaires qui vont produire de façon cyclique un ovule par mois
jusqu'à la ménopause, c'est-à-dire pendant les 500 ou 58 mois de cycle d'une femme, de la vie reproductive d'une femme. Et cet appareil reproducteur, bien entendu, est régulé par le système endocrinien, notamment par l'hypophyse, qui est une petite glande du cerveau, donc qui est la glande maîtresse ou encore le chef d'orchestre de la plupart de toutes les glandes. Cette hypophyse va sécréter des hormones qu'on appelle des gonadotrophines, qui vont stimuler les gonades chez la femme, c'est-à-dire les ovaires, qui vont stimuler également les gonades chez l'homme, c'est-à-dire les testicules. Et ces gonadotrophines, chez l'homme, stimulent directement la sécrétion de testostérone, dont une bonne partie se convertit en estrogène, mais également ils stimulent la production de spermatozoïdes sous un mode continu, comme on a dit tantôt. Alors que chez la femme, ces gonadotrophines vont stimuler les ovaires pour produire principalement et prioritairement de l'estrogène, mais aussi un petit peu de testostérone. Et ces gonadotrophines, particulièrement la LH, parce qu'il y en a deux, FSH et LH, donc la LH va participer au déclenchement, en tout cas au processus de l'ovulation, c'est-à-dire au détachement de l'ovule des ovaires. Et c'est précisément la rencontre de cet ovule avec le spermatozoïde qui va par la fécondation finalement donner naissance à cette cellule. Comme vous pouvez voir dans ce match féroce de la fécondation, il y a donc plusieurs appelés, mais un seul élu. Seul ce heureux élu va pouvoir faire la fécondation avec l'ovule et de cette fécondation va naître justement cette cellule mère ou cette cellule œuf qui va se développer ultérieurement en fœtus ou en petit être vivant. Alors, quels sont les effets des perturbateurs endocriniens sur l'appareil reproducteur? Alors, il faut dire que parmi ces perturbateurs endocriniens, le plus étudié, c'est essentiellement le BPA, dont on sait qu'il a beaucoup de points d'impact, en tout cas beaucoup de cibles d'action. En effet, le BPA peut intervenir déjà, peut agir sur la cellule sexuelle d'origine, c'est-à-dire les cellules germinales qui doivent donner naissance aux spermatozoïdes. Ces BPA peuvent agir également sur des étapes intermédiaires, c'est-à-dire sur la division de ces cellules, la multiplication de ces cellules qui va aboutir aux spermatozoïdes. Et ils peuvent agir même sur le produit final, c'est-à-dire les spermatozoïdes de la cellule sexuelle finale. Alors, vous comprenez très bien que ceci peut aboutir à des spermatozoïdes abîmés, endommagés, moches, donc qui vont forcément donner naissance à des enfants moches quand c'est pas déjà, donc la situation ne se solde pas par une fausse couche, heureusement ou malheureusement. Alors, quelles sont donc les données probantes qu'on a sur ces perturbateurs endocriniens et de leurs effets sur l'appareil reproducteur? Alors, les données naturellement qu'on a sont sans équivoque. Au moment où je vous parle, en 2022, on sait pertinemment que les phtalates diminuent le nombre de cellules germinales dans le testicule fœtal humain et que le bisphénol A ou BPA diminue la production de testostérone dans le testicule fœtal humain, ce sont des évidences, et même des substituts du bisphénol A ont le même effet. Et ce sont des données qui sont assez inquiétantes. Pourquoi? Parce qu'il faut dire que quand même la reproduction étant quand même la fonction, si vous voulez, la fonction qui se met en place le premier, et c'est grâce à la reproduction, en tout cas le seul moyen naturel pour assurer la survie ou la pérennité d'une espèce. Donc, ça devient extrêmement inquiétant. Donc, quand la reproduction est menacée, c'est donc la survie même de l'espèce qui se trouve menacée. Et faut-il rappeler que la fonction de reproduction, c'est quand même la première à se mettre en place et la dernière à devenir fonctionnelle. Alors, comment ça se passe chez la fille? En général, chez la fille, que vous reconnaissez ici avec le chromosome XX, tout se joue pendant la vie fœtale, c'est-à-dire les dernières divisions, les divisions ultimes qui amènent, c'est-à-dire les méioses qui aboutissent à la cellule sexuelle définitive, l'ovule, se font déjà durant la vie fœtale, de sorte que la petite fille naisse avec un stock définitif
d'ovules, dont elle va perdre donc une bonne partie avant la puberté et une grande partie pendant la puberté, c'est-à-dire 1 par mois régulièrement, jusqu'à l'extinction ou encore l'épuisement de ce stock, qui traduit naturellement la ménopause. Alors que chez le garçon, ça se passe de façon un petit peu différemment. La reproduction, si vous voulez, la fonction de reproduction qui se met en route durant la vie fœtale chez le garçon n'a que pour un seul but, c'est de produire de la testostérone pour masculiniser le fœtus mâle. S'il n'y avait pas cette masculinisation, à ce moment, donc, tout le monde naîtrait par défaut comme fille. Donc, cette fonction de reproduction est nécessaire pour la masculinisation du fœtus mâle, mais les divisions, c'est-à-dire successives, les divisions, les multiplications ou les divisions méiotiques qui doivent donner naissance à la spermatozoïde ou au spermatozoïde vont se faire quand même après la naissance, de sorte qu'il y a une sorte d'auto-renouvellement qui fait que l'homme est capable de produire presque à vie des spermatozoïdes. Alors, vous convenez avec moi que si dans cette vie fœtale, c'est-à-dire qu'il y a donc la fenêtre dite de vulnérabilité, pendant cette période, la fille, par exemple, est exposée à un perturbateur endocrinien. Vous voyez tout de suite ce que ça va avoir comme conséquence. La première conséquence, c'est que forcément, ça empiète sur le stock d'ovules, donc vous pouvez avoir une insuffisance ovarienne précoce, donc avec une ménopause prématurée, des aneuploïdies qui aboutissent à des fausses couches, tandis que chez le garçon, si l'exposition se fait dans la vie fœtale, la première conséquence, ou encore la conséquence majeure, c'est un défaut de masculinisation des organes génitaux. À ce moment, vous aboutissez à des cryptorchidie, c'est-à-dire la non-descente des testicules dans les bourses, à de l'hypospadias, et bien entendu, comme le stock de spermatozoïdes peut être aussi entamé, donc vous avez ce qu'on appelle une oligospermie, c'est une baisse du nombre de spermatozoïdes qui aboutissent inévitablement, fatalement à l'infertilité. Et puis, vous avez une conséquence aussi qui relève de la première, c'est le cancer testiculaire, à cause de la cryptorchidie. Parce que vous savez que la cryptorchidie, c'est quand même le premier facteur, en tout cas le facteur majeur de risque de développer un cancer testiculaire chez le jeune homme. Voilà pour la fenêtre dite de vulnérabilité. Alors maintenant, quels sont les cancers liés aux perturbateurs endocriniens? Nous avons bien entendu le cancer du sein, le cancer de la prostate, le cancer testiculaire et aussi le cancer de la thyroïde, naturellement, qui ne fait pas partie de notre objectif de ce soir. Alors, on va plutôt donc s'attarder. D'abord, commençons avec le cancer du sein. Surtout justement donc, avec ces perturbateurs endocriniens comme nouveau facteur de risque. Alors, quelle est la situation du cancer du sein? Quelle est sa réalité actuelle? Alors, il faut dire, le cancer du sein, c'est une véritable pandémie. C'est le cancer féminin d'ailleurs le plus fréquent au monde. C'est 1,7 million de nouveaux cas par an. Et en France, selon les statistiques de 2018, on a dénombré 58 500 cas en 2018. C'est tout à fait comparable avec ce qu'on a trouvé au Canada, 28 600. Certes, le Canada, c'est un pays qui est 2 fois moins peuplé que la France, même si en superficie, c'est 18 fois plus grande que la France. Mais vous voyez, c'est à peu près pareil pour 2 fois moins de population. C'est quand même 32% des cancers féminins et un cancer qui est en totale augmentation, en régulière augmentation et importante, et ça a doublé pratiquement en 20 ans. Et dans certaines régions, pratiquement, vous avez donc des progressions de 2 à 5% par an. Une vraie pandémie, dis-je, parce que ça s'étend à travers le monde et c'est indépendant de l'âge et les formes familiales génétiques représentent moins de 10%. Moins de 10%. Alors, dans l'incidence du cancer du sein, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est le cas des migrantes, de ces femmes, par exemple, asiatiques qui migrent en Amérique du Nord. Par exemple, les Japonaises qui vont à Hawaï ou encore les Coréennes qui vont aux États-Unis. C'est la même chose aussi pour les femmes du Moyen-Orient, telles par exemple les Iraniennes qui viennent au Canada. Chez ces femmes migrantes, ce qui est intéressant, c'est que ces femmes, chez elles, elles ont l'incidence du pays d'accueil et non du pays d'origine. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a probablement, ou en tout cas, il faut fortement soupçonner un facteur de l'environnement, puisque donc, ces femmes qui sortent d'un milieu où
l'incidence du cancer était quand même faible et qui migrent dans un pays où l'incidence est élevée, qui adopte l'incidence du pays. Donc, forcément, on doit penser à un facteur environnemental. D'où la pertinence quand même de se poser la question, le cancer du sein est-il génétique ou environnemental? Alors, génétique, je vous ai dit tantôt que moins de 10%. Effectivement, on connaît des mutations germinales, comme par exemple qui se portent sur le BRAF, qui est un gène de répression de la tumeur. Donc, c'est quand même moins de 10% ces cas de mutation germinale. Et puis, il y a certaines mutations somatiques qui arrivent avec l'âge, avec le vieillissement, et qui sont essentiellement favorisées par des modifications épigénétiques. Ça n'a rien à voir avec la génétique, c'est vraiment l'épigénétique. Et si vous comparez, par exemple, le poids de la génétique et de l'environnement, vous voyez tout de suite que la balance penche définitivement du côté de l'environnement, puisqu'en fait, en termes d'environnement, on entend tous ces événements de la vie reproductive de la femme, que ce soit, par exemple, la puberté précoce, une première grossesse tardive, la nulliparité, l'absence d'allaitement, l'hormonothérapie de remplacement après la ménopause. Ça, ce sont donc des événements de la vie reproductive, mais il y a aussi des facteurs de l'environnement externe, c'est-à-dire extérieur à la femme. C'est le cas, par exemple, des radiations. L'alcool et le tabac sont des facteurs de risque connus pour le cancer du sein. La nutrition, l'obésité jouent un certain rôle également, donc de même que la sédentarité. Et puis, nous avons donc les polluants chimiques, estrogéniques. Et puis, enfin, donc viennent ces perturbateurs endocriniens qui sont pour la plupart, comme je vous ai montré dans l'une des diapos, qui sont tous pour la plupart des estrogéno-mimétiques. Alors, il faut bien se demander, quel est donc le rôle, ou que sait-on du rôle des estrogènes dans la genèse du cancer du sein? Alors, d'entrée de jeu, il faut réaffirmer clairement que le sein est une glande extrêmement estrogénodépendante, pour ne pas dire exclusivement estrogénodépendante. C'est une glande qui se forme dans le développement, démarre à la vie fœtale, se poursuit durant la puberté et durant toutes les phases folliculaires, et va atteindre sa différenciation complète au moment de la gestation ou au cours des périodes d'allaitement. Et puis, on connaît certains facteurs de risque qui exposent les femmes soit à une durée prolongée des estrogènes, c'est par exemple des événements de la vie reproductive, tels par exemple une puberté précoce, la nulliparité, une première grossesse tardive, la ménopause tardive, l'absence d'allaitement. Ça, ce sont des situations qui font perdurer l'hyperestrogénie. Donc, c'est dans la durée. Et puis, il y a des situations donc, qui exposent la femme à une hyperestrogénie endogène. Certaines sont des situations tout à fait physiologiques, comme par exemple dans la grossesse gémellaire. C'est dans une situation où vous avez une inflation estrogénique dans la grossesse gémellaire. Et puis, il y a des situations pathologiques, comme par exemple le syndrome des ovaires polykystiques, l'obésité, l'alcool, le manque d'exercice. Et puis, vous avez aussi des situations qui exposent la femme à un apport extérieur, exogène. C'est le cas, par exemple, de l'exposition au diéthylbestrol. C'est le cas, par exemple, de la prise d'hormonothérapie après la ménopause ou encore la prise de contraceptifs oraux chez les femmes. C'est la consommation de viande rouge, les frites, les graisses animales. Tout ça, ce sont autant de situations qui exposent à un surplus d'estrogène, mais d'origine exogène. Et puis, on connaît l'efficacité des traitements anti-estrogéniques qu'on donne dans les cancers du sein. Ce n'est pas pour rien, justement, qu'on donne ces anti-estrogéniques, parce qu'ils sont capables de régresser, de faire régresser la tumeur, en tout cas, donc, de bloquer la prolifération tumorale. Et puis, nous avons ces fameux perturbateurs endocriniens qui sont, dans la grande majorité des cas, comme je vous ai dit tantôt, qui sont des estrogéno-mimétiques. Alors, quels sont les liens entre perturbateurs endocriniens et cancer du sein? Et pourquoi il faut y penser? Pourquoi y penser? Tout simplement parce que c'est un cancer fréquent, en constante augmentation, et dont la prédisposition génétique est quand même très faible. Comme je vous ai dit tantôt, c'est quand même moins de 10% des cas à la prédisposition génétique. Et puis, on connaît la grande estrogénodépendance de cette glande.
Et puis, on a de nombreux facteurs environnementaux qui suggèrent cette estrogénodépendance. Et puis, ce n'est pas rien, on connaît des cas, ça c'est vraiment donc, des cas induits après exposition in utero au diéthylbestrol, au distilbène. Alors, l'année dernière, je vous ai raconté un petit peu la tragédie du DES, du diéthylbestrol. Donc, je reprends un petit peu peut-être pour les plus jeunes qui n'ont pas mon âge. Donc, rappelons que le diéthylbestrol ou distilbène, c'est un puissant estrogène synthétique qui était utilisé largement aux États-Unis vers la fin des années 50-60 chez les femmes pour prévenir les fausses couches. Et puis, on s'est retrouvé quelques années plus tard avec une situation vraiment particulière, donc une situation, je dirais presque inédite. C'était une recrudescence de cancers vaginaux chez des jeunes filles, même avant l'âge de 10 ans. Et quand on a creusé, on a vu effectivement toutes ces filles, pendant la grossesse, leur mère avait pris justement donc, le diéthylbestrol. Donc, vous avez donc toute une génération de diéthylbestrol. Donc, c'est un peu l'héritage du diéthylbestrol. Donc, alors, vous avez donc les filles DES, comme je vous disais, donc même avant l'âge de 8-10 ans, donc elles avaient un risque de cancer du vagin élevé. C'était un cancer assez particulier, cancer à cellules claires. Et puis, elles naissaient, bien entendu, avec beaucoup de malformations de l'appareil génito-urinaire, beaucoup de cas d'infertilité. Et celles qui échappaient à leur cancer du vagin, elles avaient 2 fois plus de risque de développer un cancer du sein avant l'âge de 50 ans, et ce risque était multiplié par 3 après l'âge de 50 ans. Ça, c'est pour les filles dont les mères ont pris du distilbène. Qu'en est-il des garçons, des fils DES? Alors, ce sont des garçons chez qui on trouve un taux d'hypofertilité donc très élevé, beaucoup de cas de cryptorchidie et d'hypospadias, cela s'explique, et aussi des cas de troubles psychiques. Et ce qui est plus inquiétant, c'est que on va là jusqu'à la 3e génération. Il y a eu les petits-enfants DES. Ça veut dire quoi? Ce sont des enfants dont la grand-mère, pendant la grossesse, avait pris du diéthylbestrol et qui se retrouvent, bien entendu, donc des années plus tard, donc avec un taux de prématurité très élevé, c'est 25%, un enfant sur 4 de ces petits-enfants, donc nés prématurés. Et puis, la mortalité néonatale était extrêmement élevée, c'est un risque multiplié par 8. Et puis, il y avait aussi beaucoup de cas d'hypospadias chez ces petits-enfants. Vous voyez, donc ça traverse 2 générations. Alors, tout ceci nous a été prouvé naturellement dans cette grande étude cohorte, c'est ce que j'appelle moi le scandale du diéthylbestrol. Donc, c'est la plus grande étude prospective de cohorte de la NIH qui a justement retracé ces femmes, donc à peu près donc près de 5000 femmes qui ont été exposées in utero au diéthylbestrol entre les années 50 et 60 versus à peu près 2000 femmes qui n'ont pas été exposées au DES. On les a suivis pendant une trentaine d'années et puis qu'est-ce qu'on a remarqué? Eh bien, après 40 ans, le risque relatif est multiplié par 2. On est dans un ordre de ratio qui n'est pas 1,12, 1,13 ou 12%, c'est quand même multiplié par 2. Et après 50 ans, c'est un risque qui est quand même multiplié par 3. Donc, c'est clair, c'est l'empreinte du diéthylbestrol, donc, ou l'héritage du DES. Alors, quels sont les arguments dont on dispose actuellement pour incriminer l'exposition aux perturbateurs endocriniens dans l'incidence du cancer du sein? Alors, c'est-à-dire à cette question, moi, je peux dire qu'il y a un faisceau d'arguments. D'abord, il y a une augmentation croissante de l'utilisation de ces POP, c'est-à-dire de ces perturbateurs organiques persistants dans la chaîne alimentaire. Et puis, le caractère lipophile de ces polluants font qu'ils font s'accumuler dans le tissu graisseux. Et puis, on connaît aussi les conséquences de l'exposition maternelle au DES. Nous avons des données épidémiologiques humaines solides, ainsi que des données expérimentales d'exposition, que ce soit in vivo chez les rongeurs ou in vitro, et aussi des données concernant les autres cancers hormonodépendants, comme cancer de la prostate, cancer des testicules. Donc, c'est tout un faisceau d'arguments qu'on a pour dire que, écoutez, les perturbateurs endocriniens ne sont pas innocents dans la genèse du cancer du sein.
Alors, sur cette diapo, donc, on fait un peu le lien entre les POP, c'est-à-dire ces polluants persistants, le lien entre les POP, l'obésité et le cancer du sein. Vous savez, ou en tout cas je vous l'apprends, que ces POP, non seulement ils s'accumulent, parce qu'ils sont lipophiles, ils s'accumulent dans le tissu adipeux, mais ils ne font pas seulement que s'accumuler, ils génèrent également de l'adiposité. Donc les POP sont capables donc d'entraîner de l'obésité, c'est-à-dire de générer l'adiposité. Et l'adiposité, à son tour, va faciliter ou favoriser le stockage de ces polluants organiques. Alors, si vous comparez ces deux femmes, l'une non obèse, l'autre obèse avec une masse adipeuse assez donc respectable, ben, vous voyez effectivement donc celle qui a la masse adipeuse donc je dirais donc extraordinairement grande ou élevée, donc elle va accumuler beaucoup plus de ces polluants qui sont représentés ici en bleu. Donc il n'est pas impossible que l'accumulation de ces polluants dans le tissu adipeux ait un rôle à jouer dans le déclenchement du cancer du sein. Et là, je vous montre un exemple de bioaccumulation de ces polluants organiques. Hein, donc, vous voyez, plus vous êtes haut sur la chaîne alimentaire, plus vous accumulez de ces produits. Alors, ceci a été prouvé. Donc, dans le lac Ontario, vous avez donc d'abord des polluants organiques qui polluent vos champs, donc dans les végétaux, et puis les planctons, les poissons vont manger les planctons, les gros poissons mangent les petits poissons, et puis ces oiseaux aquatiques, ils vont bouffer justement ces gros poissons, ils en ont fait un régal, mais ils en payent le prix fort. Le prix qu'ils payent, c'est que chez ces oiseaux, comme les mouettes, les cormorans, qui vont manger justement ces gros poissons, eh bien, ils vont développer des troubles du comportement sexuel et même des malformations de l'appareil génital. Et à droite de la diapo, vous pouvez voir ici que plus on est haut sur la chaîne, c'est-à-dire donc l'Homo sapiens, plus vous accumulez, plus vous concentrez ces produits ou ces polluants organiques parce que ça persiste, ça reste dans le tissu adipeux. Alors, ces diapos, c'est pour juste ouvrir une parenthèse que je vais fermer tout de suite, mais ouvrir une parenthèse pour vous expliquer, pour vous dire en fait comment expliquer l'origine fétale du cancer. Pour comprendre ceci, il faut comprendre, il faut admettre, si vous voulez, le concept de plasticité. Ça veut dire quoi? Autrefois, on pensait que le développement était un programme, c'est-à-dire la mère n'était qu'un incubateur, donc c'était un programme fermé, une génétique fermée, qui n'avait strictement aucun contact avec l'extérieur. Mais en réalité, la mère n'est pas un incubateur. La mère, en fait, est un environnement. Et on sait que cet environnement, il est perméable. Perméable à beaucoup de choses, perméable au rayonnement, perméable à la nutrition, c'est à ce que vous mangez, perméable également aux hormones. De sorte que le développement maintenant doit se comprendre comme un système ouvert. Ce qui fait que toutes ces substances qui peuvent pénétrer justement donc, au sein de la mère vont probablement laisser une empreinte sur le phénotype, de sorte que le phénotype peut être très différent du génotype. Ceci explique probablement certaines maladies que les gens vont développer à l'âge adulte, donc dû tout simplement à l'empreinte maternelle. C'est ce qu'on appelle l'empreinte maternelle. Voilà, je ferme donc la parenthèse. Alors maintenant, quelles sont les données probantes qu'on a avec le BPA? En tout cas, que sait-on de l'effet du BPA sur la glande mammaire? Alors, que nous apprennent les données expérimentales? D'abord, une chose qui frappe, c'est que le bisphénol A, on voit que ce n'est pas uniquement un estrogène, c'est beaucoup plus que ça, parce qu'il a plusieurs cibles. Non seulement il peut se fixer sur ces récepteurs nucléaires classiques des estrogènes, c'est-à-dire les alpha et les bêta, ils peuvent également se fixer sur des récepteurs membranaires des estrogènes. Ce sont des récepteurs membranaires qui sont couplés à la protéine G. C'est pourquoi d'ailleurs on les appelle des G-protein receptors, GPR30. Et ces récepteurs ont la particularité d'avoir une très grande affinité de 100 à 1000 fois plus grande pour le BPA que pour l'estrogène. Et ce BPA peut aussi se fixer aussi bien sur le récepteur des androgènes, des glucocorticoïdes, des hormones thyroïdiennes. Finalement, il peut se lier au transporteur plasmatique des hormones thyroïdiennes. Donc, finalement, le BPA, il fait beaucoup de choses.
du fait que qu'il peut cibler plusieurs récepteurs à la fois. Alors, sur la glande mammaire, si on revient donc au cancer du sein, donc, il ne fait aucun doute que le bisphénol A est un carcinogène complet pour la glande mammaire. Et cette carcinogénèse se manifeste à des concentrations extrêmement faibles, c'est-à-dire des concentrations plasmatiques comparables aux taux mesurés chez les êtres humains, et même 100 à 1000 fois plus faibles. Donc, c'est véritablement la caractéristique de carcinogène. Ça n'a pas besoin d'être en grande quantité. Et cette susceptibilité au bisphénol A va se manifester pendant toute la vie durant. Et les effets qu'on va observer sur la morphogénèse, ce sont les mêmes qu'on observe aussi bien chez les rongeurs, la souris, que chez les primates. Alors, cette diapositive, c'est pour vous rappeler que les tissus sont les cibles des carcinogènes et que le cancer, en fait, en définitive, c'est quoi? C'est tout simplement un problème d'organisation tissulaire qui est comparable à l'organogénèse. D'où la théorie du champ d'organisation tissulaire. Alors, et c'est cette théorie qui fait qu'on définit une tumeur comme étant une altération de l'organisation tissulaire avec accumulation de cellules excessives. Alors, prenons un tissu normal, hein, comment il est organisé. Vous avez normalement un tissu conjonctif et puis vous avez un tissu épithélial qui recouvre le conjonctif. Naturellement, entre les deux, le tissu conjonctif ou mésenchyme et l'épithélium, il y a une très bonne communication, une communication réciproque. Qu'arrive-t-il si vous appliquez un carcinogène sur le tissu conjonctif? Mais tout de suite, ce message va être relayé donc à l'épithélium, et l'épithélium va se mettre à se multiplier, à faire plusieurs cellules, et c'est justement cet amas de cellules, cet apport, si vous voulez, excessif de cellules qui va finalement former la tumeur. Ce n'est ni plus ni moins qu'une accumulation de cellules, hein, donc une tumeur. Alors, que se passe-t-il dans la glande mammaire si on expose la souris, par exemple la souris adulte, on l'expose à un carcinogène comme le BPA, à la dose par exemple de 250 nanogrammes par kilo de proie. Donc vous voyez, donc, chez une souris contrôle non soumis au BPA, donc vous avez donc une architecture normale, un tissu conjonctif, vous avez les canaux et des lumières, donc une architecture parfaite. Dès que vous appliquez justement, ou encore la souris, la glande est exposée au BPA, donc vous voyez tout de suite une désorganisation donc, du mésenchyme, du tissu conjonctif. Vous avez une perte de la lumière, donc vous avez un dépôt tout simplement donc, des petites gouttelettes de graisse, et puis perte donc, de la ténacine, c'est-à-dire donc, du tissu conjonctif. Donc bref, hein, c'est tout ce qui est résumé ici sur cette diapo. Hein, donc quand vous exposez justement donc, la souris à cette dose de BPA, vous observez automatiquement une maturation du stroma, une accumulation des gouttelettes de graisse, comme je vous disais tantôt, une déposition du collagène hein, qui est altérée, une augmentation, comme vous pouvez voir ici, des bourgeons terminaux, une extension des canaux, et puis, bien entendu, la lumière qui était bien formée ici, hein, donc ici, elle est moins formée, donc il y a un retard de formation de la lumière. Donc ici, c'est la même chose, donc une lumière donc, bien formée ici n'existe pas. Ici, c'est la prolifération donc, des canaux hein, sous l'effet du BPA à des doses croissantes. Ici, vous pouvez voir les bourgeons terminaux sous l'effet du BPA qui sont multipliés, qui sont très gros, et beaucoup d'embranchements latéraux. Ce sont ensemble, si vous voulez, donc l'ensemble des modifications qu'on observe au niveau de la glande mammaire. Donc, en définitive, l'exposition au bisphénol A et à l'estrogène va modifier le patron d'expression génique de l'épithélium et du mésenchyme très précocement, c'est-à-dire dès le 19e jour de vie. Alors, ce qu'on va observer au niveau du mésenchyme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une inhibition de l'expression de la ténacine C et une induction précoce de l'adipogénèse. Et au niveau de l'épithélium, c'est une inhibition de l'apoptose, c'est-à-dire il y a moins de mort cellulaire, donc les cellules qui se forment s'accumulent, et puis vous avez une accélération de la croissance des canaux. Ça, c'était pour les effets génétiques. Mais en plus, il y a aussi des effets épigénétiques, parce qu'il a été démontré que l'exposition fétale au BPA va modifier le patron de méthylation de l'ADN. Et ceci n'a absolument aucun effet correspondant avec l'expression génique qu'on voit
qu'on ne voit pas avant l'âge de 50 jours. Et toutes ces lésions sont probablement une conséquence des altérations des relations entre le mésenchyme et l'épithélium dont je vous ai parlé tantôt. En conclusion, ce qu'il faut retenir donc, de l'effet majeur du BPA sur la glande mammaire, c'est une altération de la morphogénèse mammaire due à des altérations de la communication réciproque entre le mésenchyme et l'épithélium. Et là, on a été un petit peu plus loin, on a voulu voir, ça c'était sur les souris adultes, on a voulu voir maintenant si cette exposition se faisait très précocement, c'est-à-dire au niveau de la vie fétale. Excusez-moi. Alors, là, c'était le but de l'expérience. On expose justement donc, les rats enceintes à des doses croissantes de BPA. On les a suivis donc, pendant toute la grossesse et puis premier jour de naissance, deuxième jour, troisième jour, 50e jour de vie jusqu'à 180 jours. Qu'est-ce qu'on a observé? Eh bien, l'exposition fétale au BPA changeait le méthylome et le transcriptome dans les glandes mammaires de ces rats dès le 4e jour de naissance et ces modifications étaient beaucoup plus marquées au bout de 21 jours et de 50 jours de naissance. Cela veut dire qu'avec le temps, avec l'âge, le vieillissement, donc les modifications épigénétiques vont pouvoir apparaître, d'où l'effet justement de ces mutations qu'on peut retrouver donc, de façon, je dirais, aléatoire donc chez ces femmes qui expliquent les cancers, donc, mais pas forcément génétiques, mais tout simplement des modifications épigénétiques. Et puis, quand on analyse les transcrits de ces gènes, on a trouvé plus d'une quarantaine de gènes qui étaient régulés de façon différentielle, ainsi que leurs promoteurs étaient méthylés de façon différentielle. Exemple, par exemple, si on prend le gène CDKN1C, qui est un gène de l'inhibiteur du cycle cellulaire, on va voir que ce gène est inhibé, alors que son promoteur est hyperméthylé. Au contraire, le gène de l'alpha-lactabulmine, ce gène est augmenté et son promoteur est hyperméthylé. Donc, tous ces effets, en réalité, s'accordent avec le patron histologique qu'on retrouve dans le cancer du sein, c'est-à-dire l'hyperplasie canalaire. Donc, il ne fait pas de doute, le constat donc, de l'exposition du BPA, donc de la glande mammaire au BPA, donc ça augmente donc, la propension de développer un cancer mammaire à l'âge adulte, que ce soit une hyperplasie et carcinome, ou hyperplasie, carcinome in situ et tumeur, c'est l'effet justement du BPA. Alors, on va assez rapidement. Ici, c'est une diapo tout simplement qui vous rappelle cette notion de fenêtre dite de susceptibilité. Pour vous dire que chez l'humain, chez la fille, cette période entre la naissance et la puberté, c'est véritablement une grande période de vulnérabilité. Et si une exposition se fait dans cette période-là, bien entendu, vous allez voir donc, les conséquences. Les symptômes parfois peuvent apparaître juste un peu autour de la ménopause. Alors, pour finir avec le cancer du sein, je dirais donc bisphénol A et cancer du sein, je dirais que le bisphénol A n'est pas seulement un carcinogène, il n'entraîne pas seulement le cancer, mais regardez ici, il confère une chimiorésistance à ces cancers. Alors, je m'attarde un tout petit peu sur cette diapo, j'aimerais que vous la compreniez parce que cette diapo, donc ça veut dire quoi en termes? On a pris des cancers du sein qui expriment des récepteurs à l'estrogène et d'autres cancers du sein qui n'en expriment pas. On les a mis en présence de ces drogues que certains probablement d'entre vous utilisent donc, comme chimiothérapie dans le cancer du sein, doxorubicine, cisplatine ou vinplastine. Alors, quand on a mis ces tumeurs en présence de ces antitumoraux en noir, on voit très bien qu'il y a un effet antiprolifératif. Que cette tumeur exprime des récepteurs auxquels on n'exprime pas, l'effet antiprolifératif est là. C'est ce qui existe en noir. Regardez ce qui se passe quand vous rajoutez une toute petite dose de BPA en blanc, vous annulez automatiquement l'effet antiprolifératif, vous aboutissez carrément à un effet prolifératif de la tumeur. Alors, quelle est la conséquence clinique d'une telle observation? C'est vachement important parce que, au fond, quand vous donnez ces drogues en chimiothérapie, cisplatine, vinplastine, vous les donnez en perfusion, c'est-à-dire donc dans des contenants en plastique, dans des tubulures en plastique, qui contiennent du BPA. Donc, vous imaginez très bien que ces perfusions, ces substances, ces antitumoraux peuvent devenir tout simplement inefficaces, ou en tout cas leur efficacité peut se trouver largement compromise quand on fait justement ces perfusions dans des tubulures
en plastique où on met justement ces substances dans des solutés de contenants en plastique. Alors, c'est pourquoi, pour toutes ces raisons, depuis 2017, le BPA a été vraiment identifié comme la bête noire, une substance extrêmement préoccupante. Alors, 2 mots rapidement du DDT et du cancer du sein. Le DDT, c'est un insecticide, c'est le dichlorodiphényl trichloroéthane. Alors, naturellement, il y a eu un grand débat. Donc, dès 79, il faut dire dès 74, donc ça a été interdit aux États-Unis parce qu'on avait soupçonné donc beaucoup de cas de cancer, mais on ne pouvait pas le décrire, on ne pouvait pas l'affirmer. Alors, jusqu'en 2004, si vous voulez, cette controverse a existé. D'ailleurs, on a fait une méta-analyse en 2004. Donc, les chercheurs ont cumulé, c'est-à-dire ils ont regroupé 22 études qui n'avaient montré absolument aucun lien entre le DDT et le cancer du sein. Alors, le problème ici, c'est un problème de méthodologie. Premièrement, vous voyez qu'ils ont dosé le DDE, qui est un métabolite du DDT. Et puis, ce dosage a été fait au moment du diagnostic. Or, justement, au moment du diagnostic, il est déjà trop tard. Il aurait fallu doser le DDT bien avant, justement, donc des années avant. Or, naturellement, ceci n'a pas été fait, ceci a été fait, mais on ne pouvait pas faire les liens tout de suite. Alors, en 2007, des chercheurs qui ont eu accès à ces registres de maternité où toutes les femmes qui ont été enceintes vers les années 59 à 67, ils ont eu ce dosage de DDT donc dans le sang ou encore dans le cordon, dans le sang du cordon. Et puis, on a suivi ces femmes pour voir donc, quelles sont celles qui développaient un cancer du sein avant 50 ans. C'est intéressant. Ceci montre une augmentation du risque chez les femmes qui ont été exposées avant l'âge de 14 ans, mais non après. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que la fenêtre d'exposition chez ces filles se situait un peu avant la puberté, avant 14 ans. Et puis, Barbara Cohn, en 2015, a été un petit peu plus loin. Elle s'est questionnée sur le devenir de ces filles qui sont nées de ces mères qui ont été exposées au DDT. Et puis, qu'est-ce qu'elle a trouvé? Puisque le dosage de DDT était disponible pour ces mères-là, elle a trouvé chez les filles un risque de cancer du sein qui était multiplié par 4. Et c'est précisément ce qui est représenté ici sur cette diapo. En dehors de l'histoire familiale, naturellement, on sait qu'une mère qui a un cancer du sein, forcément, donc sa fille ou une de ses filles peut en avoir. Mais en dehors de cette histoire familiale, le plus pertinent, le plus significatif, c'était les gens qui avaient un quartile supérieur, c'est-à-dire un dosage de DDT très élevé dans le sang, de quartile 4. C'est ceux-là, ils avaient donc 4 fois plus de risque de développer un cancer du sein. Et ce DDT n'entraîne pas seulement un cancer invasif, mais c'est un cancer aussi qui était à mortalité très élevée, puisque c'est ce que nous a montré cette étude où 622 femmes ont été suivies. Et vous voyez donc la mortalité, que ce soit la mortalité spécifique ou la mortalité toute cause confondue, c'est quand même multiplié par 2. Donc c'est un cancer qui tue. Alors là, on va aller un petit peu plus vite pour les 5 prochaines minutes qui nous restent. Donc, maintenant, que sait-on du cancer de la prostate? Alors, il faut dire que les taux standardisés d'incidence de ce cancer sont multipliés par 5 en France entre 1990 et 2005. Vous pouvez voir ici. Et puis, depuis, ça a diminué. Mais ça se situe quand même en 2009 à un taux 4 fois supérieur à celui de 1980. Et quelle est la situation au Canada? Donc, ce n'est pas plus reluisant. C'est quand même le cancer de la prostate représente le 4e cancer le plus fréquent chez l'homme. C'est 1 homme sur 9 qui recevra un diagnostic de cancer de la prostate dans sa vie. Et selon les dernières statistiques de 2022 de Canada, c'est quand même 24 600 nouveaux cas qu'ils ont détectés pour 2022 et l'année n'est pas encore à sa fin. On connaît beaucoup de modèles animaux et plusieurs équipes ont montré à partir de modèles animaux qu'une exposition fétale, même à une très faible dose de BPA, peut modifier le développement de la prostate et de la glande mammaire et du coup augmente l'incidence des cancers hormonodépendants. Alors, quand on prend la technique de Prince, qui est en fait, je parle pour les biologistes, donc il y a une technique d'hybridation où des cellules souches humaines de prostate humaine ont été exposées au BPA, on a montré que ces cellules exposées au BPA peuvent développer ultérieurement une plus grande susceptibilité de développer un cancer si ils ont été exposés, par exemple, à un ratio d'estrogène et d'androgène, comme on voit exactement chez l'homme vieillissant. Alors, c'est une
ceci a été réalisé, cette expérience a été réalisée, effectivement, où on a pris des cellules souches de prostate humaine. On a greffé à des souris nudes. Cela veut dire qu'on a enlevé leur thymus pour qu'elles ne soient pas en mesure de produire des anticorps pour rejeter cette greffe. Donc, on a greffé donc, ces cellules chez un groupe de souris qui n'ont pas été exposées au BPA. Et chez l'autre groupe, qui a été greffé, ils ont été préalablement exposés au BPA à des doses croissantes de 100 microgrammes, 250 microgrammes par kilo, qui sont en fait, je vous le dis en passant, ce sont des doses libres proches de ce qu'on trouve dans le sang du cordon. Qu'est-ce que vous remarquez? Quand justement donc, ces rats ont été soumis, si vous voulez, donc, à un milieu contenant donc un ratio de testo et d'estradiol pour mimer exactement la physiologie hormonale qui se passe au cours du vieillissement, mais vous voyez que le groupe qui n'avait pas été exposé, greffé, non exposé au BPA, c'est seulement 13% de cancer donc de la prostate, alors que le groupe exposé, c'est quand même 3 fois plus, c'est 33-36%. Malheureusement, il existe un modèle humain de cancer de la prostate, c'est le modèle de la chlordécone, c'est ce que j'appelle le scandale sanitaire du chlordécone. Le chlordécone, c'est un organochloré, c'est un insecticide qu'on utilisait surtout en France, particulièrement dans les Antilles, pour combattre le charançon du bananier. Naturellement, c'est une substance qui a été interdite dès 1976 aux États-Unis parce que il a été prouvé 3 années plus tard que c'était cancérigène, dès 1979. Et malgré tout, la France a attendu quand même 10 ans avant de l'interdire sur son territoire. Mais par contre, dans les territoires d'outre-mer, comme par exemple les Antilles, la Guadeloupe, on a continué à utiliser le chlordécone jusqu'à la fin des années 90. Et puis, on a assisté à une explosion de cancer de la prostate. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a amené, si vous voulez, on a mené cette grande étude qu'on appelle le Cardio-Prostate en 2010, une étude de cohorte pour comparer 700 hommes atteints de cancer de la prostate versus 700 contrôles, non atteints, au moins qui ont le même âge. Et qu'est-ce qu'on a observé? Il y avait donc une augmentation du risque de cancer de la prostate qui était significative dès que la concentration sanguine de chlordécone dépassait 1 mg par litre. Et ce risque était multiplié par 5 chez ces hommes s'ils avaient des antécédents familiaux ou s'ils avaient séjourné, par exemple, dans un pays occidental. Cela veut dire quoi? Cela veut dire probablement ils ont été en contact avec d'autres polluants et puis par un effet cocktail, ces polluants se sont mélangés justement au chlordécone qui fait que justement ces gens qui ont séjourné dans des pays occidentaux, c'est l'explication qu'on puisse donner, avaient un risque 5 fois plus élevé. Alors, le cancer du testicule, qu'en sait-on? C'est un cancer dont les taux d'incidence standardisés en France ont plus que doublé entre 80 et 2012, passant de 3,3 à 7,2 pour 1000 personnes années. Alors, quels sont les arguments que nous avons pour incriminer l'environnement dans ce type de cancer? Premièrement, c'est assez intéressant de noter que les jeunes hommes danois et finlandais qui ont migré en Suède, ils ont gardé l'incidence du cancer du testicule de leur pays d'origine. Mais leur descendance, qui est née en Suède, acquiert à ce moment le taux suédois, qui est 9 pour 100 000, nettement plus élevé que chez les Finlandais d'origine. Et puis, vous avez aussi, on a une belle série, c'est la série de Charles Sultan, qui est un endocrinologue pédiatrique à Montpellier, qui a très bien fait une relation entre la cryptorchidie, qui est un facteur de risque majeur de cancer testiculaire, et l'exposition des parents, l'exposition parentale professionnelle aux pesticides. Étant donné que, justement, quand les parents étaient exposés justement à ces pesticides, leurs enfants avaient beaucoup plus de risques justement de développer un cancer testiculaire, forcément secondaire à une cryptorchidie. Et puis, on a plein d'études, que ce soit une étude agricane française ou encore la cohorte de Frost, où plus de 140 000 ouvriers agricoles en Californie qui ont été suivis. On a vu que le risque était accru chez cette population, le risque de cancer testiculaire, bien entendu, par rapport à la population générale. Et puis, on a établi, si vous voulez, un lien entre le cancer testiculaire et des facteurs de risque, dont certains, par exemple, comme la grande taille à l'âge adulte, travailler comme pompier, infection au VIH, fumer du cannabis. Pour ces facteurs de risque-là, on n'a pas suffisamment de preuves pour les affirmer. En revanche, les contacts avec les pesticides comme DDT, les troubles de la fertilité, ou encore des expositions au diéthylbestrol, ou la puberté tardive,
Et l'exposition au BPA, ce sont quand même donc des preuves assez, je dirais, robustes pour affirmer donc le rôle justement donc, de l'environnement dans ce type de cancer testiculaire. Et comme vous voyez encore, le BPA, il revient. Et là, donc, j'aimerais donc terminer avec un petit peu ce qu'on appelle le paradoxe du BPA sur le cancer testiculaire, sur les cellules séminifères, parce qu'on se demande pourquoi le BPA, vous l'avez vu tantôt, est un estrogénomimétique. Pourquoi ce BPA entraîne-t-il une prolifération des cellules séminomateuses alors que l'estradiol inhibe leur croissance? Comme vous pouvez voir sur ce schéma, en présence de l'estradiol, qui est représenté ici en bleu, donc vous avez une diminution, une inhibition de la prolifération. Alors qu'en présence de BPA, qui est en vert ici, donc vous avez une augmentation de la prolifération. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que le BPA ne suit pas le même trajet, en tout cas ne suit pas la même voie que l'estradiol. Autrement dit, le BPA va agir sur, il va promouvoir donc cette prolifération cellulaire en agissant sur un autre récepteur dont on a parlé tantôt, c'est le fameux récepteur membranaire, le GPR30. Et puis le deuxième paradoxe du bisphénol A, c'est le paradoxe de dose. On se demande quel effet pour quelle dose sur les cellules séminomateuses. En effet, quand on met le BPA à des petites doses de 2 nanogrammes par millilitre, qui est proche du sang du cordon, qu'est-ce qu'on observe dans les cellules séminomateuses testiculaires? On observe une accélération donc, de la prolifération. Alors qu'à forte dose, ça semble même donc, ne pas agir. Donc, vous avez comme une sorte de courbe en U. Donc, une toute petite dose donc, de BPA donc, va entraîner donc, un effet prolifératif majeur. Donc, ceci complexifie les choses alors qu'on se serait attendu naturellement à l'effet inverse parce que c'est contre-intuitif puisque un estrogénomimétique, il devait faire comme l'estrogène, mais étant donné qu'il agit sur un autre récepteur que le récepteur classique de l'estrogène, donc vous aboutissez justement à cet effet paradoxal. Et enfin, on termine avec certains mécanismes d'action spécifiques particuliers, en soulignant d'abord l'importance de la fenêtre d'exposition, donc vous en avez parlé, de la programmation fétale d'une pathologie adulte. Donc, on sait que un environnement toxique pendant la vie fétale donc, peut justement faciliter ou encore faire développer une susceptibilité pour d'autres pathologies à l'avenir, que ce soit des pathologies métaboliques ou des pathologies cancéreuses, et que le système endocrinien subit l'influence de l'environnement. Et on sait très bien que les hormones peuvent changer l'expression des gènes et que des facteurs exogènes peuvent changer le patron de méthylation des gènes, c'est l'épigénétique, changeant ainsi leur capacité transcriptionnelle. Et enfin, il y a de possibles effets transgénérationnels. Je vous ai donné l'exemple du DES qui traverse 2-3 générations. Et puis, je viens de vous montrer aussi donc l'exemple du BPA où la relation dose-effet n'est pas linéaire. Et puis, on ne peut pas naturellement ignorer l'interaction directe entre un agent et la protéine qui modifie la fonction et modifiant naturellement la fonction de la protéine. Par exemple, l'exemple qui me vient en tête, c'est l'alcool qui peut inhiber la molécule d'adhérence cellulaire neurale, L1, et qui peut donc entraîner chez le fœtus ou chez l'enfant des anomalies morphologiques, encore donc des anomalies neurologiques. Et enfin, je mets fin à votre supplice. Je sens que beaucoup de gens sont fatigués par la question « quelle prévention ?» Quelle prévention, naturellement, en faisant un clin d'œil aux femmes en âge de procréer, que j'appelle affectueusement les jeunes futures mamans, en disant que depuis si vous voulez, le début des années 2000, il y a pas mal de données qui s'accumulent et beaucoup de voix ne cessent de s'élever, beaucoup d'appels sont faits aussi donc auprès des autorités sanitaires et des organismes de régulation comme la FDA ou l'EMA pour pouvoir signaler la menace justement de ces perturbateurs endocriniens sur les générations futures. Nous autres, à notre niveau professionnel de la santé, médecins, je pense qu'on devrait donc, à notre niveau, entreprendre donc, des vastes campagnes, je dirais, de sensibilisation, en tout cas d'information dans nos cabinets médicaux, pour informer justement ces jeunes mères ou
pour informer donc, les parents, donc en tout cas répondre à leurs inquiétudes. On peut y aller avec, par exemple, un petit questionnaire dans le genre, un petit questionnaire survey dans le genre. Donc, voyez-vous l'intérêt de manger du bio? Réchauffez-vous vos aliments dans des récipients en plastique ou avec des revêtements anti-adhésifs? Utilisez-vous régulièrement des cosmétiques? Utilisez-vous de nombreux produits d'entretien et des insecticides dans la maison? Projetez-vous de refaire à neuf la chambre de bébé? Ou êtes-vous exposé à de nombreux produits chimiques au travail ou à la maison? Je pense que si la femme coche une ou plusieurs de ces questions, elle devrait avoir naturellement une conversation sérieuse avec son médecin. Et enfin, vraiment, donc, ma dernière diapo, donc, pour ceux naturellement qui viennent de nous rejoindre ou bien de se joindre à nous, pour celles et ceux qui sont là dès le début, hein, qui se sont endormis parce qu'ils en ont eu marre de m'entendre radoter pendant plus de 60 minutes, 63 minutes exactement, donc de perturbateurs endocriniens. Et s'ils peuvent retenir au moins ceci, j'estimerais, en tout cas, je m'estimerais heureux, en tout cas, mission accomplie, s'ils retiennent au moins ceci, que les perturbateurs endocriniens sont omniprésents dans nos vies et dans notre quotidien. On ne peut pas y échapper. Donc, il faut donc tout simplement avoir des attitudes ou un comportement responsable. Les femmes en âge de procréer devraient être informées du potentiel nuisible de ces perturbateurs endocriniens et de cette notion essentiellement importante de la fenêtre d'exposition, d'éviter le plus possible les plastiques, les contenants, ces biberons en plastique. Heureusement, au Canada, c'est interdit, le BPA dans les biberons. Et surtout, privilégier les aliments dits bio, tout en faisant attention pour ne pas se faire couillonner non plus par des grandes surfaces qui sont malhonnêtes, qui vous vendent n'importe quoi pour du bio. En tout cas, donc, évitez de manger des gros poissons prédateurs car ils sont bourrés de dioxines et de ces polluants organiques persistants. Attention aux jouets de vos enfants et une vigilance de tous les instants pour prévenir les contaminations chez le fœtus et l'enfant en période pubertaire ou prépubertaire. Je vous remercie de votre attention et là, je suis disposé à répondre à vos questions si vous en avez. Merci, Dr. Charlot, de cette belle présentation. Personnellement, je doute qu'on a eu des participants à s'endormir. Je ne le crois pas parce que, en tout cas, ça m'a fait plaisir. C'était une présentation très pédagogique en plus. Donc, je veux rappeler comme modérateur à nos participants qu'ils peuvent, enfin que c'est mieux d'utiliser, nous priorisons le chat. Si vous avez des questions ou des commentaires, posez-les dans la messagerie, dans le chat. Maintenant, sinon, on va essayer aussi de gérer, peut-être s'il y a des gens qui veulent intervenir directement avec une main levée, on pourra essayer de gérer le temps qui nous reste. On a quand même pas mal de temps pour répondre à des questions si vous en avez. Peut-être en attendant, alors je crois déjà on a une main levée, c'est Eunice. Donc Eunice, tu as la parole, docteur Derivois. Docteur Charlot, il y a docteur Jessica Olimon qui présente ses félicitations pour cette intéressante présentation, ainsi que la Société haïtienne de pédiatrie. Docteur Dieudonné Jean-Baptiste remercie pour cette lumineuse présentation. Et il y a une question, y aurait-il des moyens d'aider le corps humain à éliminer cette toxine? Alors, ici, alors pour question de sémantique, on est comme dans la toxicité ici. On est dans un phénomène beaucoup plus délicat que la toxicité parce que ce n'est pas une question de dose. Dans la toxicité, comme on dit, doses matter. Ici, donc, indépendamment de la dose. On ne connaît pas de ou en tout cas donc, de substance capable de, c'est-à-dire de buffer, comment on pourrait dire, d'absorber. Donc, justement, donc, c'est perturbateur. Donc, il n'y a pas d'antidote. On n'est pas dans le domaine de l'empoisonnement. C'est ce qui devient donc très compliqué. On est tout en délicatesse dans une substance où on soupçonne très fortement, où ça peut être. Et puis, ce qui rend les choses très compliquées, c'est que la même substance, pour deux environnements différents, peut avoir donc des effets tout à fait différents.
Donc, comme je vous ai montré. Donc, ce qui fait que c'est très compliqué, justement, d'arriver, si vous voulez, à atténuer l'effet ou en tout cas à bloquer l'effet d'un perturbateur endocrinien. Donc, le meilleur traitement, si vous voulez, donc moi, je dis que c'est la prévention. Et c'est pourquoi je mise beaucoup, beaucoup vraiment sur la prévention parce que c'est quasiment la seule option qui soit véritablement viable, valable pour les connaître d'abord, s'informer et puis finalement les éviter au fur, à dire autant que possible parce que comme je vous dis, donc personne n'y échappe. Hein, donc, ne me dites pas que vous n'avez jamais porté une chemise neuve ou un polo neuf. Donc, avez-vous l'habitude de le faire nettoyer avant et même quand vous le faites nettoyer, vous le faites nettoyer aussi avec des produits justement qui contiennent aussi des perbromés. Donc, ce qui fait que c'est très compliqué. Donc, vaut mieux rester vraiment dans la prévention plutôt que d'aller vers l'option de combattre ces perturbateurs quand ils sont déjà entrés. Parce que vous avez vu aussi un autre effet. Hein? Donc, premièrement, une caractéristique de stockage. Alors, comment vous allez faire justement pour vaincre ce stockage? C'est pas évident. On ne peut pas faire de la dipectomie, ça n'existe pas d'ailleurs, enlever toute la graisse, c'est impossible. Hein? Et puis, vraiment, comme je vous dis, c'est compliqué, c'est la prévention. Pour faire court, c'est non. Hein? Il n'y a pas de moyen. D'accord, merci, docteur Charlot. Nous avons plein de félicitations et de Emmanuel Ducharles, magistrale présentation, Christophe Millien, brillante présentation. Et il y a un commentaire du docteur Assad qui félicite du brillant exposé, qui pour elle ne laisse pas de place aux questions, et autre que apprendre à bien vivre. Alors, j'ai aperçu sur le chat, je ne sais pas si vous me permettez, donc c'est Oui. une question, en tout cas, une clarification sur le resveratrol, hein, dont j'ai parlé tantôt, c'est-à-dire c'est un antioxydant, un puissant antioxydant. Bon, c'est une bonne chose, les antioxydants. Hein, qui ne veut pas d'un antioxydant? C'est même une bonne chose. Hein, mais ça, c'est pas en tant que, je dirais, comme perturbateur endocrinien, que ça va vous donner des problèmes. Bien entendu, vous allez donc avoir d'abord les effets bénéfiques du resveratrol avant. Hein, donc, avant justement les effets de perturbateurs. Ici, c'est un effet d'accumulation. C'est comme quelqu'un qui prend beaucoup d'alcool à ce moment. Donc, à ce moment, vous développez justement des modifications au niveau du froid, au niveau des enzymes qui doivent justement dégrader l'estrogène, qui ne peuvent pas dégrader l'estrogène, et puis vous vous retrouvez avec une hyperestrogénie. Donc ça, c'est vous rentrez vraiment dans la maladie, hein, causée par l'alcool, une maladie hépatique. Ce n'est pas en tant que le resveratrol en tant que tel qu'on pourrait incriminer dans ce cas-là. Mais c'est plutôt le niveau d'alcool ou encore votre sensibilité à l'alcool qui fait que vous développez parfois justement soit une hépatotoxicité qui peut aller jusqu'à la cirrhose, avec forcément ces effets on connaît sur le métabolisme justement de ces hormones, entre autres l'estrogène qui ne peut pas se dégrader, et donc vous avez une hyperestrogénie. Donc c'est pourquoi justement les cirrhotiques ils peuvent avoir de la gynécomastie, hein, ils peuvent avoir une atrophie des testicules. Tout ça, c'est dû, hein, à la non-dégradation justement de l'estrogène. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Très bien, merci, docteur Charlot. Alors, docteur Derivoire s'excuse, apparemment, elle a des problèmes avec son micro, mais elle a posé une question. Quelles mesures peut-on prendre en amont, par exemple, au niveau de la production des substances contenant des perturbateurs endocriniens? Comment interpeller les gouvernements, les institutions de production, etc. Et là, ça me fait penser à, par exemple, à Port-au-Prince, à chaque averse qu'il y a, la tonne de déchets plastiques qui s'accumulent en bas. Donc, vraiment, comment répondre à ce problème? Naturellement, tout ça, ça passe par des autorités de régulation. C'est-à-dire, si vous avez des autorités de régulation, hein, chez qui vous faites du lobbying, hein, pour dire attention,
ça tue nos enfants, ça tue et ça tue justement donc, les enfants de nos enfants. Mais à ce moment, donc, les pouvoirs publics, ils sont sensibilisés parce que ce sont surtout donc, les pouvoirs publics démocratiques qui ont besoin des voix, hein, donc, justement pour être réélus. Ben, ils sont sensibles justement aux revendications donc, des gens. C'est pas pour rien justement que le BPA a été interdit dans la fabrication donc, des biberons. Vous ne trouvez absolument aucun biberon au Canada, hein, à base de BPA. OK? Donc, et là, ça force forcément. Donc, quand on prend une interdiction comme ça, naturellement, ça entraîne des déviations. Donc, ça force ces industriels à être imaginatifs ou encore à imaginer autre chose. Par exemple, ils vont développer des produits de substituts, etc. Là encore, ils peuvent vous en passer comme on dit, donc une petite facilement, comme on dit ici au Québec, si vous n'êtes pas vigilant, même quand ils produisent, c'est-à-dire ils promeuvent un autre produit de substitution pour remplacer celui-là, il faut aussi passer à la moulinette ce autre produit de substitution et puis demander donc des études, hein, donc à long terme avant justement de pouvoir mettre je dirais sur le marché de telles substances. Naturellement, et là on est dans un domaine qui n'est pas comme les médicaments. Les médicaments, je peux dire, donc c'est relativement bien régulé parce que c'est rare qu'on s'en fait passer une, hein, c'est-à-dire donc sans études robustes, donc pour qu'un médicament voit le jour et soit approuvé en dehors naturellement donc des circonstances exceptionnelles comme par exemple les vaccins ARN. Ok, mais généralement donc les médicaments ils ont beaucoup de rampes, beaucoup de paliers à passer. Mais les produits industriels c'est beaucoup plus subtil parce que les industriels ils sont malins, et puis finalement donc le but. Moi, j'ai jamais vu justement un groupe d'industriels ou un collège d'industriels, hein, opter pour la protection du public. Quel est leur credo? C'est faire des profits, des profits, des profits, des profits. Donc, si les plastiques permettent de faire des profits et puis plus de gens consomment, ben, ça fait leur affaire. Donc, c'est très, très, très compliqué justement de sensibiliser les industriels. Donc, c'est pourquoi il faut avoir vraiment donc, des autorités de régulation très fortes, hein, pour pouvoir justement donc, interdire. Et ces autorités de régulation, naturellement, ils sont très sensibles aux revendications des gens. Certes, certains industriels donc, peuvent être sensibles aussi, sensibilisés, parce que justement, donc, quand vous avez une marque qui a été dénigrée donc, sur toute la planète, naturellement, ça prend un coup, mais ils rebondissent toujours. Et ils rebondissent, on ne sait jamais comment ils rebondissent. Par exemple, le BPA, le DS, on le savait très bien, hein, que c'était un estrogénique puissant et que ça pouvait entraîner des cancers. Mais on l'a utilisé pareil. Bon, à l'époque, les règlements étaient un petit peu plus lousses, hein. Le BPA, dès qu'on l'a mis sur le marché, on savait qu'il avait des pouvoirs estrogéniques parce qu'on l'avait vu déjà justement sur les animaux sauvages. Mais on l'a mis pareil sur le marché. Et donc là, il faut donc ramer très très fort pour pouvoir justement donc, renverser la situation, donc porter les gens à faire autrement. Docteur Charlot, vous venez de parler du DES. Il y a une question de Christophe Millien. Pour l'étude du DES, on a constaté que le risque de cancer du sein était plus élevé. N'y a-t-il pas un effet de collinéarité? Évidemment, parce que c'est une très bonne question, parce que incriminer donc le produit, c'est clair, donc on a donc des preuves, mais on peut pas, je dirais, faire abstraction ou l'impasse sur l'environnement. Dans quel environnement vous le mettez? Le produit en lui-même, il a ce potentiel, hein, donc de pouvoir justement induire, si vous voulez, les altérations cellulaires. Mais sur ces altérations, il faut aussi un environnement. Si vous avez un environnement qui est favorable à ça, forcément, donc, vous aurez plus facilement le développement donc, du cancer. C'est pourquoi je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a certainement donc, un effet de collinéarité. Il n'y a pas que ça, il y a probablement autre chose. Et puis ce qui est intéressant, que vous avez dit donc, dès le début, c'est que ces perturbateurs endocriniens, dans leur façon d'agir, ils ont un effet cocktail. Des fois, il faut tout simplement un petit coup de pouce d'une autre substance qui va tout simplement décupler l'action de la première. Donc, il n'est pas impossible, justement, que le DES et son action sur la glande mammaire soit probablement donc, décuplé par un autre facteur. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Christophe. Nous avons une main levée de Durée Marjorie. Est-ce qu'elle veut ouvrir son micro?
Oui, bonjour. Oui, bonjour Marjorie. Ça va Comment bien? ça va? Oui, merci. Malheureusement, je n'ai pas pu assister à toute la conférence retenue par les patients. C'est pas grave, c'était pas intéressant. Si vous avez Alors, retenu la dernière diapo, non, c'est non, tout. non, j'aimerais bien la réécouter en tout cas. Donc, c'était pour savoir, au niveau de la vitamine D, est-ce Mhm. qu'il serait aussi parmi les perturbateurs endocriniens parce que je fais la clinique d'obésité, puis beaucoup de patients souffrent de déficience de vitamine D. Puis ma deuxième question, j'ai noté chez beaucoup de patients qui sont encore très jeunes, qui présentent des stries, comme si elles souffraient de Cushing. Donc, je ne Mhm. sais pas si ça a un lien aussi avec ce qu'on mange. Est-ce que vous l'avez noté? Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus? Alors, à la première question, donc, je peux être un petit peu plus affirmatif parce que la vitamine D est une véritable hormone. OK? Donc, ça, c'est clair et net, c'est une hormone. Et donc, naturellement, on voulait l'imputer dans pas mal de choses. Par exemple, effet bénéfique sur la prévention du diabète. Donc, il y a une grosse étude qui est sortie donc, il y a 3 ans. À l'EDIE. Donc, ça montrait que en tout cas, ça ne prévient pas du diabète. L'effet sur les os, donc, on le connaît très bien. Et puis, il y a des cas d'intoxication de vitamine B. Mais pour revenir à la partie la plus intéressante aussi donc, de votre observation, c'est pourquoi chez les obèses, on observe un déficit en vitamine D. Et, il faut savoir que la vitamine D, c'est une vitamine liposoluble. Donc, elle va être stockée dans le gras. Donc, ces obèses, naturellement, auront moins de vitamine D circulant pour justement remplir l'action ou encore aller se fixer sur les récepteurs. De sorte que dans la majorité des cas, donc, ces obèses peuvent être déficients en vitamine D. Et en plus, vous êtes ici et Marjorie, hein, donc on vit donc, si vous voulez, donc au 23e parallèle et au-dessus du 23e parallèle, c'est-à-dire dans un climat tempéré. Donc moins d'ensoleillement. Donc, inévitablement, donc, au cours des hivers donc, très longs, donc moins d'ensoleillement, moins d'exposition, forcément, donc, votre taux de vitamine D diminue. Et ceci même si vous êtes obèse ou pas. Et si vous êtes obèse, forcément, hein, donc, votre taux diminue encore davantage. Je ne sais pas si ça répond donc, à votre question. Maintenant, à la deuxième question, concernant justement ces stries que vous observez, effectivement, donc, on a plein de produits qui ont, qui ont justement ce noyau stéroïdien donc, que vous ai montré tout à l'heure et qui peuvent très bien, facilement stimuler les récepteurs des glucocorticoïdes. Et donc, ça peut créer effectivement donc, un tableau ressemblant à un tableau d'hypercortisolisme de Cushing. Donc, et naturellement, comme ce n'est pas un effet qui est comme permanent, il est parfois un peu, je dirais, très intermittent et de sorte qu'on a du mal parfois à mettre la main dessus, mais il n'est pas impossible justement donc, que ces substances puissent passer par des récepteurs des glucocorticoïdes et alors que votre taux de cortisol est strictement normal. Alors, vous dosez le cortisol, vous faites bien, mais il est tout à fait normal, donc vous avez du mal à vous expliquer comment expliquer ces vergetures, en dehors naturellement donc, des problèmes purement mécaniques, par exemple quelqu'un qui a eu un étirement du tissu de collagène, justement donc, du tissu cutané, forcément donc, les gens qui étaient gros, quand ils font un régime, ils maigrissent forcément, donc il y a eu, la peau était soumise à cette distension, ils ont donc des vergetures. Et ça, c'est des vergetures qu'on voit aussi bien chez la femme enceinte qui a eu cette distension de la paroi. Donc, ce n'est pas des vergetures pathologiques, ça c'est tout à fait normal. Mais les vergetures dont vous parlez, donc j'imagine qu'ils vous font titiller, c'était des vergetures qui n'avaient pas cette caractéristique de vergeture ordinaire qu'on voit chez les femmes enceintes ou encore les gens obèses qui sont devenus justement donc, en normopondéral, c'est-à-dire c'était des vergetures probablement pourprées, hein, c'est ce qui fait titiller les médecins quand le fond de ces vergetures est un petit peu rouge, mais là, ça veut dire que c'est peut-être pas des vergetures banales. Est-ce que ça vous paraît clair? Je pense que c'est assez clair. Merci, Dr. Charlot. Et il y a une main levée encore de Anne, mais on va lui demander de patienter un petit peu. Nous avons de Rachel Pétion qui a posé une question
j'ai l'impression que la question a eu une réponse, mais bon, je la lis quand même. Ma question, j'aimerais savoir la position des industries, s'il y a des stratégies d'action de leur part visant à atténuer les effets après en avoir eu conscience à partir de ces données pertinentes. Alors, moi, à mon niveau, donc, alors, je vous ai dit tantôt ma deuxième slide, donc ma divulgation, donc, je fais des consultations pour des compagnies pharmaceutiques qui sont strictement donc, dans la pharmaceutique, des médicaments essentiellement qui ont un lien avec le diabète. Je ne suis pas consultant pour les industriels. Donc, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas vraiment ce qui se passe à leur niveau. Hein, donc, ça, je ne peux pas vous répondre. Est-ce qu'il y en a qui sont motivés? Possiblement, oui. Hein, mais dans la majorité des cas, il faut savoir que les industriels, ils n'ont qu'un credo. Hein, donc, c'est l'argent. Naturellement, comme on dit, comme ils disent souvent, donc l'argent, ce n'est pas le plus important, encore que c'est la seule chose qui soit importante pour eux. Tout à fait. Une question de Dr Benson. Est-ce qu'on ne peut pas faire le dépistage précoce pour réduire les complications liées aux perturbateurs endocriniens? Là encore, j'ai un peu l'air de radoter. Donc, dépistage précoce, cela veut dire intervenir en amont. Intervenir en amont, hein, par exemple, là, et particulièrement si vous voulez protéger les générations futures. Donc, une grande campagne devait se faire auprès justement de ces jeunes mamans, de ces jeunes mères, pour qu'elles soient informées et qu'elles fassent attention à certaines choses, à certains gestes routiniers dont elles ne mesurent même pas l'importance. Et d'autant que c'est assez difficile, vous n'avez pas les conséquences immédiates. Hein, donc, comment faire comprendre à des gens que utiliser tel produit, donc d'ici 40 ans, vous allez en payer le pot cassé ou encore vos enfants vont payer le pot cassé, ben, vous dites, bah, écoutez, donc, ça n'a absolument aucun sens. Et puis d'ailleurs, donc, certains peuvent vous répondre, ben, écoutez, il y a une cause pour mourir, j'en mourrai. Ben, on en trouve un peu de tout. Donc, autrement dit, quand la conséquence n'est pas immédiate, même pour une maladie dont les conséquences étaient immédiates, il y avait quand même des gens qui étaient réticents à prendre des médicaments. Donc, que dire maintenant donc, d'une pathologie qui est probable, possible, hein, donc, et qui n'est pas immédiate? C'est très, très difficile de motiver justement donc, les gens du fait donc, de ce manque d'immédiateté ou encore de cette dangerosité. Hein. Par contre, vous avez un produit toxique hein, qui vous fait crever en 24-48 heures, donc tout le monde va faire attention. Okay? Donc, mais un produit, ben, c'est un geste banal de prendre par exemple la poudre de talc ou je ne sais pas moi, n'importe quoi, donc des rouges à lèvres, ben, c'est un geste banal. Personne ne pense justement à ça et personne ne regarde non plus les étiquettes. C'est-à-dire, il faut prendre l'habitude, comme on fait dans l'épicerie, lire les étiquettes, ben, lire aussi donc, ce qu'il y a dans les produits que vous utilisez, surtout quand le produit, soit vous l'appliquez sur la peau ou soit que vous l'introduisez chez vous. Donc, là encore, comme je vous dis, donc, on tourne en rond. Donc, moyen de prévenir, donc c'est forcément, donc ça passe par la prévention, c'est le dépistage le plus précoce. Donc, voilà. Je fais le lien avec les étiquettes. J'ai une intervention de Judith Exantus. Félicitations et un grand merci à mon ancien professeur. Vos conseils pour les ustensiles de cuisine pour éviter ceux avec revêtement anti-adhésif. Et d'autre part, les insecticides de chez nous. On n'a pas beaucoup d'informations sur les flacons. Donc, qu'est-ce que vous conseillez? Alors, manque d'informations, ça c'est le grand problème. Par exemple, le DDT, j'imagine que peut-être il y a quelques endroits encore sur la planète, il doit y en avoir, alors que c'est quelque chose qui était interdit, qui est extrêmement toxique. Donc, le manque d'information, c'est une perte de pouvoir. Comme on dit, l'information, c'est le pouvoir, mais quand on n'a pas l'information, forcément aussi, donc, on n'a pas le pouvoir donc, de faire grand-chose non plus. Hein? Donc, s'il n'y a pas des règles ou encore des lois qui contraignent, par exemple, les gens à inscrire sur leurs produits, hein, donc, quand ils font leur marketing, hein, les constituants, hein, et ceci en grandes lettres, comme par exemple cette grande campagne qu'on fait actuellement pour la cigarette. La cigarette, donc, pratiquement, on diabolise tout le monde. Donc, de sorte que finalement, donc, les gens donc, ont presque honte
de fumée, hein, parce que ça diabolise. Et puis, on met toutes les informations. Autrement dit, quelqu'un maintenant qui fume, c'est quelqu'un qui choisit délibérément, justement, donc, sa façon de dire, bah, écoutez, moi, je préfère mourir d'un cancer du poumon au lieu d'être crevé d'autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il atteindra son but. Mais en tout cas, c'est un peu le choix qu'il fait parce qu'il y a toutes les précautions, je dirais, donc, tous les warnings, hein, donc, qui sont écrits sur les boîtes. C'est exactement la même chose qu'on devait retrouver aussi dans les produits que nous utilisons au quotidien. Donc, de quoi ils sont faits et puis quels sont justement je dirais, donc, les effets secondaires attendus. Vous avez eu dernièrement aussi, donc là, le procès, donc, Monsanto, c'était encore donc, ce pesticide qu'on utilisait aussi donc, dans les champs. Hein, donc, là, donc, quand vous avez des grands procès comme ça, donc, ça fait un coup d'éclat. Et à ce moment, donc, les gens, les industriels, ils prennent conscience que, hop, il y a quelque chose qui peut m'arriver, donc, je peux avoir à dédommager donc, pour des millions et des milliards. Donc, je pense que c'est essentiellement ceci qui va peut-être faire bouger un peu les choses. Et puis, il ne faut pas cesser de vociférer, hein, donc 1000 fois sur le métier, il faut le dire, donc le crier, hein, donc très fort, justement, donc cesser de nous empoisonner. Hein, je ne veux pas non plus être, comme on dit, un écolo facho, non, c'est pas ça du tout. Hein, donc, je ne suis pas en train de prôner ceci, mais quand même, donc, il faut quand même donc, faire réclamer ses droits et puis dire donc il y a des choses qui sont inacceptables. Voilà. On a des questions encore. Alors, juste, est-ce que tu peux arrêter ton partage d'écran? Moi? Oui. Moi-même? Okay. Oui. Et puis, on va demander à Anne de poser sa question. Partage d'écran, qu'est-ce que je fais? Anne avait la main. Est-ce qu'elle veut toujours intervenir? OK, là, c'est... Je n'ai plus mon écran en vue, là. Hein? Ah, OK. Donc, apparemment, Anne ne veut plus poser de questions. On avait aussi Frédéric François, docteur François, qui voulait... Est-ce que, docteur François, vous voulez intervenir? Non, il y avait aussi Grenson Jeune. Bon, on va continuer avec la messagerie. Il y a docteur Fanfan, que je salue, et sa question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un pourcentage, même moindre, où l'organisme humain arrive à se défendre naturellement contre les effets néfastes des perturbateurs endocriniens? C'est évident, parce qu'au fond, quand un perturbateur endocrinien rentre, hein, il va donc se fixer forcément sur un récepteur. Il peut avoir donc un effet qui mime l'hormone, tout comme il peut avoir un effet anti-hormone. Il y a certainement, donc, si vous avez justement donc, des hormones qui occupent la place, ou en tout cas, donc, si on était capable, en tout cas plus clairement, si on était capable, par exemple, de paralyser ces récepteurs aberrants, hein, donc, par lesquels la plupart de ces perturbateurs endocriniens agissent, là, on ferait un très grand pas. Parce que dès le départ, même l'année dernière aussi, je vous ai montré aussi, donc, que ce soit pour le diabète, l'obésité ou autre, la plupart justement donc, de ces effets passaient par d'autres récepteurs. Donc, il faudrait, donc, mais là, c'est un vrai travail, donc il faut travailler dans une fourmilière. Par exemple, il y a plein de récepteurs orphelins, hein, donc, c'est-à-dire qui n'ont pas de ligand. Il y a plein de récepteurs et donc, sur lesquels, justement, donc, ces perturbateurs agissent. Il faudrait pouvoir les bloquer. C'est-à-dire, donc, ce n'est pas impossible, mais c'est un effort monumental, colossal pour une petite chose, alors que vous découvrez, vous arrivez à bloquer celui-là, et puis il y a 10 000 autres, hein, justement, qui sont libres, qui sont capables de recevoir. Donc, ce qui fait qu'on est vraiment dans un domaine qui est extrêmement compliqué. Donc,
c'est pas évident du premier coup de pouvoir vraiment donc, trouver quelque chose. En tout cas, un remède universel, certainement, ça n'existe pas, hein, donc, qui est capable de tout faire. Donc, certes, ça peut tout faire, mais naturellement, donc, les effets secondaires seraient terribles aussi. Ça veut dire que ce serait empêcher, hein, bloquer, donc, je dirais, donc, la porte à tous les récepteurs. Or, ce n'est pas possible. La vie n'est pas possible, n'est pas tenable. Donc, ce qui fait que moi, j'en vois pas, en tout cas au niveau de l'endocrinologie, où je raisonne un peu comme ça avec les récepteurs et ces perturbateurs-là, j'en vois pas trop, en tout cas au niveau récepteur. Maintenant, est-ce qu'on peut donc in vitro peut-être étudier donc, des substances, c'est-à-dire identifier chaque perturbateur endocrinien et puis identifier une substance qui le bloque. Okay? Donc ça, on est peut-être capable de le faire in vitro. Mais est-ce que ça va marcher véritablement in vivo? Ou ce bloqueur qu'on va donner, est-ce qu'il sera toléré? Est-ce qu'il sera, je dirais, donc, physiologiquement acceptable? Donc, c'est autant de problèmes qui se posent. Donc, en fait, c'est un vrai casse-tête. En réalité, donc, je pense que je vous ai donné beaucoup plus de soucis que je n'en ai résolu avec ce sujet. Je n'aurais pas dû le traiter. Bon, ben, pour faire enfin, c'était un petit peu anticiper la question de Corina Jean-Baptiste, interne finissante à l'Université Notre-Dame d'Haïti. Sa question, c'est que est-ce qu'il y aurait des facteurs génétiques protecteurs ou un mécanisme de défense de l'organisme pour faire face aux perturbateurs endocriniens, mis à part l'élimination des pesticides, des biberons, plastiques et autres? Okay. Si je comprends bien la question, donc, est-ce qu'il y aurait des facteurs génétiques protecteurs? C'est clair. C'est clair. Donc, est-ce qu'ils sont tous identifiés? Probablement non. Parce que, comme on dit, si je prends 100 personnes donc, de la population, je les expose justement à un même perturbateur endocrinien. Il y a probablement 20, 30 ou 40 qui vont développer justement donc, les effets néfastes. Et puis les autres, ils sont résistants. Ils n'en développeront pas. Et là, donc, ça donne naturellement, donc, tout de suite, vous voyez, donc, écho à tous ces sceptiques qui disent, ben, finalement, donc, on ne fait pas grand-chose ici en médecine que d'empoisonner les gens parce qu'en fait, vos médicaments ne valent pas grand-chose. Ben, en tout cas, bon, bref, vous voyez, c'est faisable, donc, et je dirais, donc, c'est concevable. Certainement, il y a donc des facteurs génétiques qui protègent. Parce que sinon, donc, toute la population donc, serait justement donc, serait atteinte. D'autant qu'on n'est pas, comme on dit, dans le domaine de la toxicologie ici. Du cyanure, j'en connais pas beaucoup d'humains qui en résistent. Okay? Vous prenez du cyanure, donc la fin est exactement la même pour tout le monde. Okay? Mais pour des substances, des perturbateurs endocriniens qui ont des modes d'action donc, extrêmement donc, compliqués, délicats, complexes. Hein, donc, c'est évident. Donc, celui qui échappe à tel effet, forcément, il a un facteur protecteur. Est-ce qu'on l'a identifié? Probablement, donc, pas encore, mais ça doit exister. Ça plaît à l'esprit hein, que ça doit exister. Oui, il faut espérer. On a encore pas mal d'interventions pour le petit temps qui nous reste. On va essayer de les passer en revue. Il y a Jules-Emmanuel Renaud qui demande si les perturbateurs endocriniens provoquent une diminution de notre intelligence. Si oui, par quel mécanisme? Et alors, là, et sur le QI, donc naturellement, donc, je n'ai pas vu d'études portant sur, hein, et sur des troubles psychiques, donc on a peut-être donc je dirais donc des suspicions, par exemple les fils hein, donc, et de S, hein, donc on appelle les garçons DES, hein, qui sont nés justement donc, des mères qui ont été exposées, donc ils développent beaucoup plus de troubles psychiques qu'autre chose. Il y a donc certainement donc, des troubles neurodéveloppementaux, donc, entre autres l'autisme aussi, donc, qui ont probablement un lien, mais pour l'instant là, donc, il n'y a pas des tonnes de données là-dessus, donc de sorte que je ne peux pas vous
répondre de façon précise, mais il n'est pas impossible que justement, donc, d'ici quelques temps, on découvre peut-être des substances qui diminuent le QI. Donc, peut-être c'est des générations qui ont des QI très bas. D'ailleurs, je soupçonne, hein, ne serait-ce que pour blaguer, que les futures générations auront certainement un QI donc, moins élevé parce qu'ils n'ont absolument aucun effort à faire. Hein. Donc, même moi, donc, qui ne suis pas donc, du millénium, je suis incapable de retenir des numéros de téléphone. Je prends mon cellulaire et puis je clique et puis j'appelle quelqu'un. Donc, ce qui fait qu'on délègue tellement notre intelligence hein, donc, à ces soi-disant hein, donc, ces appareils intelligents. Et en plus, maintenant, avec l'intelligence artificielle hein, qui s'en vient, qui s'invite dans tous les domaines, donc que ce soit pour conduire sa voiture ou autre, ben, on va perdre certains réflexes. Et j'imagine d'ici quelques décennies, nos cerveaux seront un peu comme ça. Hein. Donc, ils sont forcément donc, plus petits en taille, en volume, et donc, par conséquent, nos QI hein, donc, seront forcément donc, diminués. Voilà un peu philosophiquement comment je peux vous répondre, mais je n'ai pas d'études proches vraiment et sorties, donc publiées sur les QI avec les PE. Nous allons, il y a une demande d'intervention de Frédéric François. Est-ce qu'il veut intervenir? Oui. Et merci, docteur Charlot. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Moi, je vous remercie pour mes félicitations aussi. Merci. Pour votre intérêt. Mais j'ai une question très intéressée concernant ma spécialité dont vous venez de parler. C'est concernant les fils de celles qui ont été placées sous diéthylbestrol. Je n'arrive pas bien à appréhender les contours. Pourquoi est-ce que c'est seulement les fils et non les filles qui présentent des troubles psychiques alors, pour les descendants mâles seulement et non les descendants femelles? Okay. Franchement, parce que au point de vue épidémiologique, on a parlé de cancer du vagin pour les filles, d'hypofertilité, et pour les garçons, d'hypofertilité aussi, et de cryptorchidie, qui intéresse les garçons. Mais quand on arrive au trouble psychique, ça intéresse et les garçons et les filles, on est sur le même palier. Pourquoi est-ce que c'est seulement les garçons qui présentent des troubles psychiques et non les filles de celles qui ont été placées sous diéthylbestrol? Je comprends très bien votre question, c'est une très bonne question, mais malheureusement, donc, je n'ai pas la réponse. Je ne peux pas vous dire exactement donc, pour quelle raison donc, l'homme serait plus atteint. Alors, ce n'est pas une anomalie chromosomique comme par exemple dans le Klein. Endocrinologique. Alors, en endocrino, bon, on connaît des maladies chromosomiques, par exemple, qui frappent essentiellement donc, les hommes, par exemple le Klinefelter. Où vous avez justement donc, un défaut tout simplement donc, de la division cellulaire et puis avec plusieurs X ou plusieurs Y. Donc, et ça, c'est corrélé naturellement donc, à des déficits intellectuels. Donc, mais là, on n'est pas dans ce domaine-là. Pour dire que parce qu'il y a un X de plus ou un Y de trop, etc. Donc, alors, je n'ai pas la réponse exacte et je ne peux pas non plus extrapoler donc, pour dire donc ça peut être chromosomique parce qu'on voit donc très bien donc ça n'a rien à voir avec le chromosome. Donc parce qu'on intervient dans tout ça. De troubles psychiques. Parce que est-ce que justement donc l'homme naturellement donc dans sa constitution est peut-être un peu plus fragile et on a toujours l'habitude de nous appeler le sexe fort, mais en réalité on sait que nous sommes le sexe faible. Donc est-ce qu'on a peut-être un petit peu plus de prédisposition, je sais pas donc à ça et puis quand ça ajoute c'est possible. Donc, je peux pas vous répondre. D'accord, merci. Merci. Merci, docteur. Yeah. Oui, alors docteur Charlot, on va terminer sur peut-être 2 commentaires. Il y a un commentaire de docteur Judith Exantus qui dit « Place aux sociétés savantes du pays, la balle est dans notre camp. Utilisons les connaissances partagées ce soir pour la promotion de la santé globale. » Et Dr Derivoire a fait un commentaire aussi. Ces informations doivent être largement diffusées, notamment au niveau des écoles, des universités, dans les églises, afin que la population soit sensibilisée sur ces risques et apprenne à se protéger, à protéger leur progéniture.
mais les hommes et femmes d'État doivent aussi être sensibilisés sur ce problème de santé publique. Et bon, il y avait Gwenson John, qui voulait intervenir. J'observe déjà par l'expérience échographique la multitude de cas montrant des changements ou de modifications structurelles des organes comme les seins, des ectasies canalaires chez de très jeunes filles, des nodules thyroïdiens ou nodules kystiques chez des femmes jeunes, des cas de cancer du sein que je rencontre dans la trentaine. Et une autre pathologie à discuter où le forum aura à en parler, ou si cela est déjà développé, c'est la stéatose hépatique dont un grand nombre que je fais face dans mes échographies et de routine ou pour autre cause. Alors, quelle en serait l'approche pour les cas de jeunes filles avec des ectasies mammaires installées et des nodules thyroïdiens précocement observés et dont les résultats biologiques, bilan thyroïdien, ne sont même pas corrélés? C'est un petit peu long, mais est-ce que... Alors, au passage, je dirais d'abord pour les nodules thyroïdiens, explorer un nodule thyroïdien, c'est bien de commencer effectivement avec la fonction en dosant la TSH pour savoir donc est-ce qu'il y a un problème de fonctionnement d'hyper ou d'hypothyroïdie, mais en réalité, ça s'arrête là, donc c'est pas ça qui va vous donner donc la clé. Donc pour un nodule thyroïdien, ce qu'il faut en faire, c'est essentiellement l'échographie qui va vous permettre d'abord de caractériser ces nodules, donc voir s'ils ont donc des caractères, je dirais donc spécifiques qui sont bénins, comme par exemple un nodule qui serait hyper échogène, qui est régulier, petit. Donc, il y a un certain nombre de critères. Donc, quand on voit donc, ces critères-là dans ces nodules, donc on ne s'en inquiète pas. Donc, on peut plus ou moins dormir tranquille. Donc, en surveillant tout simplement leur évolution donc, de façon annuelle en échographie. Mais si l'échographie vous montre certains critères, donc il y a une classification qu'on appelle maintenant TIRAD, hein, c'est-à-dire donc TIRAD, c'est-à-dire qui va vous permettre justement de classer vos nodules selon un certain nombre de critères en termes de taille, en termes de volume, en termes de consistance, présence de microcalcification. Donc, et haute, et puis plus haut que large. Donc, ce sont autant de critères dont on va tenir en compte pour dire, ah, ce nodule, donc il a une forte suspicion, ça sent mauvais à ce moment. Donc, dès que vous avez l'impression que ça sent un peu mauvais, donc à ce moment, donc l'autre geste, hein, c'est la biopsie. La biopsie, encore faut-il naturellement avoir de bons cytologistes, de bons cytopathologistes, hein, pour vous faire justement donc, un bon diagnostic cytologique. Donc, en l'absence justement donc, d'un cytopathologiste, ben, c'est comme si vous lavez les mains et vous les essuyez par terre. Hein, vous pouvez faire une bonne biopsie, mais il faut que ça puisse être analysé. Donc, ça, c'est pour le nodule thyroïdien. Donc, c'est essentiellement l'échographie et la biopsie qui vont nous dire donc, quoi faire de ces nodules. Est-ce que ce sont des nodules qui méritent d'être surveillés, donc qu'on va garder et sous surveillance parce qu'on ne peut pas s'amuser non plus à tirer sur tout ce qui bouge. Donc, il y a un nodule en biopsie. Non, c'est-à-dire il faut donc des critères, des caractéristiques. Pour le fonctionnement, c'est juste, je dirais, donc, un test de dépistage comme ça. Donc, à partir de là, et puis naturellement, donc, il y a toute l'histoire aussi donc, de ces jeunes filles à apprendre. Est-ce que chez leurs parents, il y a ces problèmes de pathologie thyroïdienne? À ce moment, on va accorder un petit peu plus d'importance. Ceci étant dit, donc, pour les hyperplasies ou encore canalaires, donc là aussi, donc, je pense que les gynécologues donc, ont un guideline qui suivent. Hein, donc, à ce moment, il faut tout simplement suivre le guideline donc, de la société donc, d'obstétrique gynécologie. Donc, quelle est la surveillance à accorder justement à ces ectasies canalaires ou autres? Est-ce que ça mérite justement, donc, comment on les manage? Ça, je ne vais pas rentrer trop dans les détails hein, parce que je n'ai pas regardé les guidelines justement donc, pour la surveillance des nodules du sein. Merci, Dr. Charlot. Je termine les questions. Il y a en fait l'intervention du Dr. Dubuche, que je salue, qui présente ses compliments et un grand merci pour cet excellent partage d'informations. C'est un grand pas vers la prévention. Et je vais arrêter là. Et je crois que Dr. Derivois a encore un petit problème de micro. Donc aussi, je laisse la parole à Dr. Delaunay. Merci,
Merci, docteur Desjean. Bon, nous venons de vivre un moment vraiment intéressant, un moment de partage, de connaissances, d'expériences. En fait, je ne trouve pas, mes mots ne sont pas assez pesants, assez lourds, n'ont pas assez de force pour présenter nos remerciements, nos félicitations au docteur Lunel Charlot, notre conférencier. Donc, je pense qu'après ce que nous venons d'entendre, ce que nous venons de vivre, nous ne pouvons pas tourner carrément la page comme ça. Le docteur Charlot vient de nous motiver, vient de nous sensibiliser sur un devoir que nous avons à remplir au profit de notre population, au profit de notre système de santé. Donc, à nous de jouer notre rôle maintenant. Je vous remercie tous et toutes de votre écoute, de vos questions, de votre participation en un mot. Je remercie également David Jérémy Delaunay de son précieux concours logistique et de son assistance technique. Je remercie notre modérateur, Dr Frédéric Barraud-Desjean. Et je pense que nous pourrons nous retrouver bientôt à nouveau le mois prochain pour notre 31e conférence du FMC. Donc, encore une fois, bonsoir à tous et passez une très bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Hein? tous. Et on se reverra. Ah oui. Bravo, bravo, docteur Charlot. Merci.